Bonjour à toutes et à tous, bonjour pour ce 83e bol d'or qui va démarrer d'ici une petite quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, à 10 heures pétantes comme le veut la tradition, au son du canon des vieux grenadiers va s'élancer ce 83e bol d'or avec cette année 421 bateaux sur les deux lignes de départ. On va vous relater tout ça avec vous, Sophia. Quel plaisir comme l'année dernière, renouvelé de partager ce plateau avec vous sur cet événement très particulier cette année. Et oui, on revient cette année avec du public. L'année dernière, ça avait été organisé à huis clos, évidemment, avec la pandémie. Cette année, nous sommes au cœur du village du Bol d'Or Mirabeau à la Société nautique de Genève. Le soleil est là, le vent est pour l'instant un peu timide, mais ça pourrait s'améliorer dans les prochaines heures. On verra ça dans un instant avec Lionel Fontana. Nous vous rappelons que le départ sera donné à 10 heures tapantes. Il vous reste quelques minutes pour vous installer confortablement et voir les belles images de drone que notre équipe est en train de tourner sur le lac. Voilà, beaucoup de moyens techniques pour ce direct. 3 bateaux caméras, on vous détaillera tout ça tout à l'heure. On va être en ligne, on va faire des suivis toute la journée. D'abord, évidemment, à l'occasion de ce moment extraordinaire du départ, 9h30 à peu près, 11h30, on sera en direct avec Johan Lelièvre qui sera sur l'eau, sur un bateau suiveur. 3 caméras, des drones, vous l'avez dit Sophia. Et puis, on se retrouvera ensuite toute l'après-midi aux heures fixe à chaque fois pour faire un point de situation, un point de course de ce bol d'or qui s'annonce pour l'instant peu vanté. On va très rapidement faire le point de la météo, évidemment, élément indispensable à toute course à la voile avec Lionel Fontana de Météo Suisse qui va nous en dire un peu plus, mais on se réjouit de vous retrouver toute la journée sur tous les réseaux du Bol d'Or Mirabeau. Et oui, quelques informations à partager avec vous avant que le départ ne soit donné. Donc toujours 2 lignes séparées de 400 mètres l'une de l'autre, la ligne des multicoques devant et de tous les foilers, qu'ils soient monocoques ou multicoques, et juste derrière la ligne avec tous les monocoques. Et ça pourrait être un petit peu compliqué sur l'eau puisque cette année, ils ne sont pas séparés dans différentes sections. Ceux pour ouvrir le jeu, évidemment, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, les années précédentes, il y avait toujours une section par catégorie, les grands surprises, les surprises et les classes TCF 1, 2, 3, 4. Et cette année, il n'y a plus de section. Donc c'est le changement principal pour ce départ. On verra, ça pourrait être animé sur l'eau malgré le peu de vent pour l'instant. En tout cas, le soleil est là. Les participants aussi, puisqu'ils sont 421 cette année et une centaine de surprises, un quart de la flotte pour la classe reine de ce Bol d'Or Mirabeau, le surprise, ce monocoque qu'on aime tous beaucoup ici. Donc voici les informations principales pour le départ qui sera donné à 10 h avec le coup de canon des vieux grenadiers. Des nouveautés donc sur le Bol d'Or Mirabeau et puis des nouveautés aussi puisqu'on vit cette année le monde d'après on va dire, et une nouveauté qui peut vous concerner si vous voulez nous voir ici à la Société nautique de Genève. Vous êtes les bienvenus, un village extraordinaire a été installé pour l'occasion. On va vous accueillir tout au long de la course, tout au long du week-end. La très sélecte Société nautique de Genève a ouvert ses portes. Vous êtes attendus au bout du quai. Il y a des animations, il y a à boire, il y a à manger et on se réjouit, il y a nous déjà, et on se réjouit de vous y retrouver pour pouvoir vous raconter la voile face à face. Et on va détailler d'ailleurs tout ce dispositif tout à l'heure avec la directrice opérationnelle du Bol d'Or Mirabeau, Alexandra Perron. On aura beaucoup d'invités ici toute la journée et on se réjouit de partager. Je ne sais pas si on peut déjà commencer à contacter notre météorologue préféré, Lionel Fontana. On ne l'a pas encore, on va essayer de l'attraper. On vous tiendra au courant. Sachez simplement, dans les très très grandes lignes, que nous allons vivre un bol d'or de tout petits airs avec des enjeux qui ressemblent passablement au bol d'or de l'an passé, puisque depuis l'année dernière, on a une nouvelle série de bateaux en tête de course, les TF35 qui sont ces fameux bateaux volants, mais qui ne pourront pas voler s'il y a trop peu de vent. Et peut-être que c'est la génération précédente, celle des D35, avec 2 unités engagées, Sophia, qui pourraient leur brûler la politesse cette année. Et tout à fait, 2 D35 qu'on connaît bien, celui de Nicolas Grange au Calice et celui de Christian Val, navigué avec des jeunes du Cerf cette année, comme l'année dernière d'ailleurs. Ils connaissent bien le lac. Christian Val est l'un des recordmen de victoire de ce Bol d'Or Mirabeau. C'est pas le seul enjeu d'ailleurs. Un autre sur lequel il faudra bien se concentrer, c'est Rafika, vainqueur en monocoque l'année dernière.
je m'interromps tout de suite parce que c'est beaucoup plus intéressant de partir sur le plan d'eau. Retrouver Johan Lelièvre en direct de la ligne de départ. Johan, est-ce que tu nous entends? Voilà, bonjour Johan. Bonjour Sophia, oui, je vous entends très très bien. Bonjour Pierre-Antoine, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le plan d'eau pour ce Boulder Mirabeau. Et actuellement on est sur l'avant de la ligne au niveau de la ligne des petits multicoques. Comme ça on a une belle vision d'ensemble sur l'ensemble de la flotte. Les bateaux s'organisent petit à petit, le vent se lève un petit peu, on a une petite brise thermique qui se met en place et puis on est à quoi? On est à 15 minutes du top départ. Et on voit derrière vous les surprises, les M2, tous avec évidemment la voile d'avant encore roulée. Ils se positionnent déjà, le départ sera donné dans 15 minutes. La stratégie de course commence maintenant, Johan? Oui, tout à fait. La stratégie de course commence maintenant. C'est déjà un peu élaboré en amont. Ils savent déjà plutôt s'ils vont partir à gauche ou à droite du plan d'eau en fonction de ce qu'ils voient au vent. Et puis maintenant, ça va être plus la tactique qui va se mettre en place pour venir se placer sur la ligne de départ, pour se placer au mieux, pour avoir le plus de vent possible et partir le plus vite possible, loin devant. Comme on dit, loin devant, on est bien mieux que derrière les perturbations de vent de tous les autres bateaux. Merci beaucoup Johan pour ce premier aperçu. Vous allez être notre renard des surfaces sur ce lac Léman aujourd'hui. C'est vous qui allez nous décrire la course, embarquer, peut-être même interviewer. On vous a fourni une grande perche micro pour interviewer des concurrents pendant la course. On se réjouit de vous retrouver. On va vous retrouver toute la journée et on se réjouit vraiment de ça. Il est temps maintenant de regarder dans le ciel, de regarder les éventuels nuages très maigres pour l'instant, voire absents. On va contacter Lionel Fontana de Météo Suisse. Bonjour Lionel, comment ça va? Oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend très bien et on est très curieux de savoir ce que vous allez nous dire ce matin. Hier, vous étiez au briefing météo, notamment des skippers. Vous avez expliqué qu'il y aurait très très peu de vent, une queue de bise, peut-être un peu de rebas. Entre queue de bise et rebas, où est-ce qu'on en est ce matin? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ouais, la situation, elle est vraiment quasi à l'identique de la prévision d'hier. Pour l'instant, on a un reliquat de bise en altitude, alors très peu de choses, mais ce reliquat avec le bon ensoleillement devrait permettre aux séchards de poser. Peut-être pas dans la première heure. Je vois qu'à l'aéroport, on a déjà un petit nord-est qui s'est mis en place, qui souffle à 5 nœuds avec des pointes à 8 nœuds. C'est pas énorme, mais je dirais c'est un bon présage. Si on regarde un peu plus loin, des fois il faut s'éloigner un peu du Léman, qu'on va du côté sur la station de Bière. On voit aussi que ce nord-est est présent. Voilà, donc ça va permettre aux séchards de poser. Vu que maintenant les départs se font à 10 h et non plus 7 et 8 h, je crois à l'époque, le matin, eh bien on va profiter évidemment du gain de chaleur et de l'ensoleillement pour la mise en place du séchard. Donc le séchard, pour le petit lac, pour la partie occidentale du grand lac aussi, on devrait bien le percevoir. Et puis alors à l'est d'une ligne, disons Morges-Rolle, Thonon, grosso modo, là on va rentrer pleinement dans un régime de brise assez faible. Ça sera un peu plus délicat. Ça c'est pour la journée en tout cas. Et puis pour le soir, les chances de Morges sont toujours là en fait, parce qu'on aura toujours un petit reliquat de nord-est en altitude. Donc le Morges s'ouvre de toute façon quand on a du thermique pur, mais il pourrait être un peu plus, disons s'exprimer un peu plus du fait de ce petit reliquat de nord-est. Et passer, disons, la soirée, le début de nuit, là on sera vraiment que dans du régime de brise, malheureusement. Génial, merci Lionel. Et vous le disiez hier, pas de risque d'orage a priori pour cette édition. On va rester là-dessus, on va retourner sur le plan d'eau. On essaiera de vous joindre à nouveau dans quelques instants. Merci pour ces précisions Lionel. Un Boulder Mirabeau qui s'annonce léger. On va compter sur les thermiques pour essayer de faire avancer cette flotte et les ramener au plus vite à la Société Nautique de Genève. On retourne sur le plan d'eau avec ces images avant départ. Donc il reste 11 minutes. 11 minutes où les monocoques, on les voit bien groupés avec cette deuxième ligne. Les multicoques à l'avant, on le disait, les TF35, les D35 qui risquent de partir assez vite et les M2 aussi
15 M2 pour cette édition. On les voit maintenant justement à l'image. Satanas, Patrimonium, ils ont une course dans la course puisque visent aussi le championnat, le M2 Speed Tour 2022. Et Nicolas Mirabeau. Voilà les 10 minutes, Sophia, les 10 minutes tirées par le canon des vieux grenadiers. En l'occurrence, c'est Nicolas Mirabeau qui vient de lancer ce premier coup de canon. 10 minutes, on est en procédure de départ. Ça veut dire très concrètement que les bateaux ne peuvent plus avoir de contact avec l'extérieur. Est-ce que vous le confirmez sur le plan d'eau, Johan ? Voilà, on va essayer d'attraper Johan Lelièvre qui est sur le plan d'eau actuellement. Un petit rappel des enjeux en tête de course. 7 TF35, 2 D35, la vieille génération qui pourrait encore faire parler la poudre cette année. Où est-ce qu'on en est de ce positionnement? Vous l'avez dit tout à l'heure, Sophia, 2 lignes de départ. Une un peu plus en direction de Lausanne qui concerne les multicoques et les bateaux volants. Et derrière, la Meute. La centaine de surprises, tous les bateaux ACVL qui sont classés, on les voit à l'image, gigantesques, magnifique image de départ de Bol d'Or, peu vantée cette année, mais néanmoins superbe. Johan Lelièvre, est-ce que vous nous recevez? En attendant que Johan réponde, je précise qu'ils sont 6 TF35 puisque le 7e qui participe au championnat au TF35 Trophy, l'équipe italienne a décidé de ne pas prendre le départ de ce Bol d'Or Mirabeau. Donc 6 TF35, 2 D35 et Force Cash qui est là également. Donc ça fait 9 pour la catégorie DM1. C'est a priori eux qui vont se battre pour la victoire, mais sait-on jamais, l'année dernière un M2 leur avait volé la vedette au passage du Bouvray, tout le monde s'en souvient évidemment. Ouais, vous faites bien de le rappeler, effectivement, le vieux Force Cash, un Formule 40 pieds, la vieille génération, très très vieille, ceux qui s'étaient arrêtés d'ailleurs de naviguer en 2003 à l'époque suite à une violente tempête dans le Haut-Lac. Il reste Force Cash qui est encore là, et puis on a failli perdre un autre bateau, un TF35 Spindrift le week-end dernier, après une petite cupesse. Ils ont perdu un safran dans le lac, il a fallu envoyer des plongeurs pour les retrouver. Hier soir, ils étaient encore à la grue, ici, à la Société Nautique de Genève, pour tout remettre en place, tout réparer. Le safran a été retrouvé par les plongeurs, le bateau réparé, il est désormais en pleine possession de ses moyens sur la ligne de départ qu'on va essayer de retrouver avec Johan. Non, petit souci technique pour l'instant avec Johan Lelièvre. D'accord, on va essayer de le retrouver. On le retrouvera de toute façon tout au long de la journée. Voilà. C'est l'occasion pour nous de continuer à partager quelques informations clés de ce Bol d'Or Mirabeau. Je vous le disais tout à l'heure, les Hongrois de Rafika sont de retour et ils pourraient gagner le Bol de Vermeil définitivement cette année. On vous le rappelle, il faut le remporter 3 fois en 5 éditions, non pas 5 années puisque le Bol d'Or Mirabeau 2020 n'a pas eu lieu. 3 victoires en 5 ans et ils le ramènent à la maison. Ils l'ont déjà ramené 2 fois. Ce serait le 3e pour la collection au-dessus de la cheminée. On leur souhaite plein succès, mais ce n'est pas les seuls. La semaine dernière, c'est Katana qui a remporté la Genève Roll Genève, la répétition générale du Bol d'Or Mirabeau si on veut. Le Lutti 1090 a remporté la Genève Roll. Il pourrait peut-être voler la vedette à Rafika, tout comme les Psaros 40 qui sont des bons candidats à la victoire. Voilà, rappelons que l'aller-retour du Bouvray-Genève, c'est 66 000 nautiques, à peu près 121 km pour les terrestres et les terriens que nous sommes. 66 000 nautiques dans des tout petits airs. La question habituelle, celle à laquelle personne ne peut jamais répondre, c'est quand vont-ils arriver? Difficile à dire quand on entend les prévisions de Lionel Fontana, qui sera là avec nous toute la journée. Là, il a le nez dans ses ordinateurs, mais il va nous rejoindre ici à la Société Nautique de Genève, où vous êtes vous aussi les bienvenus. Ici sur l'esplanade à Lingui, ainsi nommé évidemment en raison du bateau le plus célèbre de ce club nautique, du plus grand club sportif de Suisse, la Société Nautique de Genève. Et puis 66 km, je le disais, 1 heure d'arrivée, on espère que ce sera encore 2 jours. C'est toujours un peu plus visible, un peu plus joli, mais ce n'est pas une certitude. En tout cas, on vous tiendra au courant.
Si on pouvait choisir, on espérerait bien sûr une arrivée au coucher de soleil. Ce serait magnifique, hein, mais on s'en souvient, l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de vent et les TF35 sont arrivés les premiers en début de nuit, en pleine nuit noire, simplement. On voit là la ligne de départ des monocoques. C'est magnifique, ils sont plutôt bien répartis, juste devant le canon, avec Jean-Luc Montandon, l'un des membres du comité d'organisation qui travaille toute l'année d'arrache-pied. 5 minutes, on vient de l'entendre, le coup de canon, 5 minutes avant le départ. Voilà, on est désormais dans les 5 minutes. Les choses sérieuses ont commencé. Vous le voyez, les bateaux sont en ligne. L'idée, évidemment, c'est de partir un peu devant pour avoir du vent dégagé. Pas au deuxième, pas en troisième rideau, comme on dit. Avoir du vent frais, surtout quand il y a peu de vent, c'est important. Dans les tout petits airs, les bateaux ont des différentiels de vitesse énormes. Ils peuvent aller 2 à 3 fois plus vite que les adversaires. C'est pour ça que c'est important de partir dégagé. On voit les surprises qui sont en paquet là sur cette grande ligne ouverte par rapport aux années précédentes. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, Sophia. Elle était compartimentée, ces lignes. Jusque-là, les surprises partaient dans un petit bout de ligne. Ils ont désormais droit à toute la longueur de la ligne. Voilà, on voit les TF35, Reelstone. Je vais vous laisser peut-être expliquer qui est sur Reelstone, Sophia. Vous le connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Reel Team Sailing for Lemon Hope, une belle association que porte cette année l'équipe d'Esteban Garcia et Jérôme Clair, qu'on connaît bien. Hein. Jérôme, on l'avait repéré, on le connaît depuis longtemps, on l'avait repéré en 2012. Parfait, et c'est pas moi qui vais continuer à vous parler, mais Johan Lelièvre en direct du plan d'eau. Vous nous avez assez entendu. Johan, racontez-nous comment ça se passe à 4 minutes du départ. On entend les hélicoptères au-dessus de nous. Comment ça se passe sur l'eau? Eh bien, Sophia, là, nous, on s'est rapproché au maximum au plus près de la ligne. On a la chance de pouvoir se rapprocher. Vous pouvez certainement voir à l'image les bateaux qui s'alignent petit à petit, tribord à mur, hein, pour pouvoir partir sur la gauche du plan d'eau. Ils s'alignent, ils s'avancent au maximum de la ligne. C'est chouette cette année parce que il n'y a pas de ligne prédéfinie par classe, tout le monde est mélangé, donc on a des surprises au milieu des Psaros 40 qu'on aperçoit un peu au milieu de ligne, un peu derrière. On a le Mirabeau, enfin l'ancien Mirabeau Helix, le 18 pieds voilà, des frères Vasmer, un peu plus loin là-bas. Et ça s'organise et pour le moment, tout le monde est derrière la ligne. Il ne faut pas oublier que si quelqu'un est dans les 5 minutes a franchi la ligne, il prend quand même 1 heure de pénalité. Et oui, ils ne s'en rendent pas compte forcément tout le long. Et du coup, on a déjà eu des concurrents qui étaient ravis de passer la ligne d'arrivée en tête ou dans les avant-postes avant d'apprendre qu'ils avaient effectivement 60 minutes de retard. On en parlera dans quelques instants avec Sébastien Auger. Comment ça se passe du coup certains équipiers étaient un peu inquiets de ce changement de ligne de départ des monocoques. Ça a l'air de plutôt bien se passer sur l'eau, Johan. Ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. C'est vrai qu'on a des conditions de vent un petit peu light. Après, c'est vrai que ça faisait un peu grincer des dents certains concurrents qui avaient un petit peu peur de se faire couvrir le vent par des voiliers un petit peu plus gros pour rater leur départ. Mais au final, le départ du bol d'or, c'est pas là qu'on joue la gagne, puisqu'après la course, elle est encore longue et on a encore bien le temps de se replacer. Et aussi, l'avantage et le côté positif de cette ligne, c'est qu'au final, tout le monde peut se placer là où il estime qu'il aura le meilleur vent. On n'est pas cantonné sur une ligne de 300 mètres de large. Ça ouvre le jeu, c'est exactement l'objectif du comité de course lorsqu'ils ont pris cette décision. Et on voit beaucoup à l'écran le Décision 35 de Nicolas Grange, avec à son bord des jeunes et des moins jeunes. On a vu à l'image Fabien Freuch qui a participé également avec Safram, le M1 qui n'était pas un des 35. Donc voilà, un des concurrents favoris pour cette 83e édition. Et Nicolas Grange qui navigue avec son fils, Arnaud Grange, qui est un bon barreur, paraît-il. Jonas Schagen, Alexis Lito, Loïc Furer. Des vieux de la vieille, mais quelques jeunes générations aussi. Ces jeunes générations qui finissent un jour par naviguer sur les bateaux les plus rapides du monde, comme on l'a vu, puisqu'on a découvert récemment l'équipage d'Alinghi Red Bull Racing, qui a été livré, dont les 12 membres, les noms des 12 membres ont été livrés au public. On reviendra là-dessus. On va essayer de contacter tout à l'heure Pierre-Yves Joran sur le plan d'eau. Et puis, on est à 45 secondes du départ, Sophia. C'est imminent. Et oui, c'est excitant pour nous. Ça doit l'être sur l'eau également pour eux, même si c'est calme. On les voit maintenant à l'écran. Les challengers pour la prochaine Coupe de l'América.
C'est light, ils mettent un équipier à l'avant. C'est le cas dans les airs légers. Et le départ sera donné dans moins de 30 secondes. Voilà, on va peut-être vous écouter, Johan, pour savoir qui tire le mieux ses billes dans ces tout petits airs du lac Léman sur ce départ, à 15 secondes du départ. Oh. Ok, Pierre-Antoine. Eh ben, oui, nous, donc, du coup, on est reculé, on est parti sur la ligne des monocoques. Au vent, les multicoques partent plutôt droit de plan d'eau. On peut voir certainement à l'image. C'est parti. Voilà, ça part à droite, c'est parti. Top départ, vous avez entendu le coup de canon. Et c'est... Voilà. Je ne sais pas si vous entendez un peu, ça commence à gueuler un petit peu sur la ligne maintenant. L'ensemble des concurrents se crient les uns envers les autres en se disant on veut de la place, on veut de l'eau, on veut du vent frais. Et on a un beau départ bâbord là, du bateau de Martine Caffier qui est un JPK. Et lui, il est bien passé. Je pense qu'il est sorti avec du vent. Derrière moi, les surprises aussi sont pas trop mal placées. Et j'entends le comité de course qui annonce que c'est un bon départ. Il n'y a pas de mauvais bateaux qui ont volé le départ ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des concurrents. Et voilà. Petits airs. Alors les multicoques au vent se dégagent doucement. On voit le bateau de Nicolas Grange qui part en direction de la tour carrée. Donc le seul Décision 35 qui navigue sur ce bol d'or. Les petits multicoques sont au milieu. Ils ont déjà même sorti un petit spi pour aller chercher peut-être justement la droite du plan d'eau. Et quand on voit tout au fond de l'autre côté, ça a l'air de pas trop mal avancer. La ligne est tellement grande que c'est quand même assez dur de pouvoir se rendre compte des vitesses des bateaux et de qui part bien. Mais c'est quand même un magnifique spectacle à voir sur le lac, quoi. Ouais, voilà, magnifique, voilà. Absolument, avec des images superbes aussi, héliportes et des images par drone. Un bon départ, vous l'avez dit, Johan Lelièvre, ça c'est une information qui nous intéresse, puisqu'il n'y a pas de pénalité, et évidemment une pénalité changerait la donne, puisque c'est 60 minutes de retard. Il faut savoir que cette année, comme l'année dernière, il y a des dispositifs qui ont été prévus, notamment en collaboration avec l'EPIA, avec l'école d'architecture et de paysagistes, des dispositifs particuliers de surveillance de la ligne de départ. On va peut-être en parler un peu tout à l'heure avec une des assistantes de l'EPIA qui est ici sur le village. Il s'agit de drones spécifiques qui surveillaient la ligne de départ. Elle va vous expliquer ça elle-même. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Clara Bernard, assistante SIG à l'EPIA, pour Alain Dubois. Clara, la difficulté avec tous ces bateaux au départ du bol d'or, c'est de savoir qui a mordu la ligne et qui ne l'a pas mordu. Et cette année, l'EPIA, l'école d'ingénieurs et d'architecture de Genève, a créé un projet pour faciliter le travail du comité de course. De quoi s'agit-il? On a envoyé un drone à peu près à 600 mètres de la ligne de départ dans les airs qui va pouvoir filmer en fait le départ de la course des multicoques. Cette année, on n'a fait que les multicoques et pas les monocoques car la ligne de départ est beaucoup plus courte. Et donc, dans les airs, on va filmer avec le drone cette ligne de départ. On va pouvoir retransmettre le flux en temps réel sur YouTube pour que tout le monde puisse voir les bateaux. Et ensuite, les informaticiens de l'EPIA ont développé un système pour détecter automatiquement les deux bouées et tracer une ligne virtuelle sur l'eau, ce qui va pouvoir aider les membres du jury à voir si les bateaux franchissent la ligne de départ avant le départ annoncé. Impossible de tricher, impossible de mordre la ligne pour les multicoques cette année. Voilà, c'est ça, impossible. Alors après, il me semble que ce projet avait déjà été fait sur l'édition 2021. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est retransmis en temps réel et que tout le monde va pouvoir voir les éventuels tricheurs. Merci infiniment, superbe. Les explications de l'EPIA que vous pouvez évidemment retrouver au village de course du bol d'or Mirabeau ici à la Société Nautique de Genève. On les invitera à nouveau pendant la journée puisqu'on sera là toute la journée. On vous accompagnera sur ce bol d'or Mirabeau en moyenne une fois par heure. On prendra l'antenne pour faire le point sur la course et vous pouvez évidemment la suivre sur la cartographie, sur le site web www.boldormirabeau.ch pour suivre la cartographie toute la journée.
Et nous rejoindre ici au village aussi, Sophia, sous un soleil radieux, avec tout ce qu'il faut, à boire, à manger, des animations, des petits bateaux télécommandés dans une piscine pour les enfants. Venez seulement jouer ici. On voit ces bateaux dans des airs évanescents qui sont en train d'essayer de s'arracher de cette zone de départ. Une course qui, en tout cas un début de course, qui s'annonce plutôt long, plutôt lent. L'enjeu, c'est évidemment pour les bateaux qui volent, d'avoir assez de vent pour s'envoler, les TF35 qui, eux, je le rappelle, ne peuvent pas encore s'envoler. Il leur faut, pour les connaisseurs, 6 nœuds et demi pour pouvoir arracher leur coque du plan d'eau et poser et s'envoler sur leurs immenses dérives. 6 nœuds et demi au portant, 8 nœuds au près, c'est ça le vent minimum pour faire décoller les TF35. C'est moins le cas des D35 qui, eux, ne volent pas, mais ont beaucoup plus d'agilité dans ces petits airs légers et qui pourraient voler la politesse au dernier né du lac Léman. Et oui, surtout qu'ils ne traînent pas des lourds foils dans l'eau lorsqu'ils ne volent pas. C'est le cas des TF35 qu'on voit à l'écran maintenant. Alinghi Red Bull Racing qui a gagné la Genève Roll Genève la semaine dernière. Je pense que c'est assez intéressant de préciser aussi qu'il suffit que pour les TF35 de voler 20% du temps pour être plus rapide que les D35. On l'avait vu l'année dernière, hein, ils étaient derrière les D35, derrière les M2, et ils ont volé sur le retour et ils ont tout simplement dépassé tous leurs concurrents. Donc ils n'ont pas besoin de voler tout le long pour remporter ce Boulder Mirabeau. Et la prime au premier, au meilleur départ, hein, qui est en train de s'annoncer, vous le voyez à l'image, il y a une zone interdite aux canaux moteurs autour des lignes de départ. Et cette zone, eh bien, on est en train gentiment d'en sortir. Vous voyez, il y a des centaines de canaux moteurs qui sont là, qui vont peut-être lever des vagues. Et les vagues, eh bien, ça freine les bateaux. Donc c'est toujours une complexité à gérer aussi pour les skippers qui semblent tous se diriger actuellement sur les quais de Cologny, en direction de Cologny. C'est là que jugent les tacticiens. Il y a du vent et ils sont en train tous de se diriger à 90 degrés de la route réelle, celle qui amène vers le Bouvray, du côté de la côte suisse, hein, Cologny, où peut-être les airs thermiques sont un petit peu meilleurs. Est-ce que, Johan, vous confirmez cette situation aussi pour les bateaux, les monocoques et le gros de la troupe du Bol d'Or? Alors oui, Pierre-Antoine, nous sommes avancés du coup sur les multicoques. En effet, les monocoques, on les a laissés partir. Pour la majeure partie, ils sont partis côte suisse, ils sont partis sur la droite du plan d'eau. Alors que là, on accompagne du coup les premiers multicoques. Là, on est à côté du S811, le bateau barré par Manu Chaumel, le M2, qui a priori s'est bien dépatouillé sur ce départ et glisse pas trop mal. Il va falloir qu'il vire. On voit certainement derrière Alinghi qui lui a viré, repart du coup se centrer sur le plan d'eau parce qu'ils étaient quand même à proximité du coup de la côte et des quais de Cologny. Voilà comment ça se passe. Quand on regarde un petit peu au vent, c'est vrai que côté rampe de Vesna, il y a un petit peu de vent, il y a quand même pas mal de bateaux à moteur qui suivent, de bateaux suiveurs. Et voilà comment ça se passe sur le plan d'eau. Les monocoques partent à gauche, les multicoques sont partis à droite, mais on virait assez tôt. Et oui, vous avez parlé du M2 Coaching Plus, hein, ils sont 5 à bord, un coach, 4 jeunes. C'est le cas de nombreux bateaux sur ce Boulder Mirabeau, qu'ils soient multicoques ou monocoques. La place aux jeunes, c'est génial de voir des jeunes naviguer accompagnés d'un coach ou d'un marin un peu plus expérimenté pour faire leur premier tour du lac sur une de ces bêtes de course. Nous, on sent une petite brise ici sur le plateau. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi, Johan ? Comme je l'annonçais, Sophia, en effet, légère brise. On est vraiment sur de l'ordre du 1 à 2 nœuds, ce qui nous fait un peu moins de 4 km/h de vent, ce qui permet quand même aux bateaux les plus légers et les plus toilés de quand même se dégager un petit peu. Et puis voilà, ils sont partis pour de longues heures de course. On le sait que la météo aujourd'hui annoncée par Météo Suisse, ce sont des petites brises comme ça qu'il va falloir exploiter tout au long de la journée. Et faut pas oublier qu'ils ont quand même eu une régate de 145 km à faire, hein, et donc du coup il peut se passer encore beaucoup de choses et on espère que ils vont pouvoir tous profiter de ce petit séchard qui se fait attendre ici sur le plan d'eau. Vous avez raison, 123 km, c'est le parcours
théorique, mais personne ne peut tirer de bord droit de Genève au Bouvray au retour, n'est-ce pas Pierre-Antoine? Ils vont tous tirer des bords. Et celui qui aura le plus de travail à bord, j'en suis assez convaincu, ce sera le tacticien de chacun de ces bateaux. C'est sûr, et puis tous les équipiers vont aussi regarder les nuages, les petits drapeaux, les fumées, les fumerolles en haut du Jura, bref, tous ces indicateurs finalement de météo très légère. Évidemment, on va beaucoup observer probablement sur ce bol d'or, observer les autres bateaux aussi. On parlait des M2 tout à l'heure, ils sont une quinzaine les M2. On se souvient de l'an passé, c'est un M2 qui était arrivé en tête à la bouée du Bouvray, Emineo d'Olivier de Cocatrix, un M2, un petit bateau finalement qui avait au nez et à la barbe DTF-35, DD-35 réussi l'aller, mais pas le retour puisque le vent s'était levé. Là, les TF-35 avaient fait parler la puissance, parler aussi leur foil. Mais on les voit, on en voit un à l'image là de CM2, très léger. C'est des airs qu'ils apprécient particulièrement et ils sont encore dans la course, j'imagine, Johan. Ah, tout à fait, comme vous le disiez Pierre-Antoine, l'année dernière, il ne faut pas oublier que le premier bateau à avoir franchi la ligne du Bouvray, enfin, avoir passé le chaland du Bouvray, c'était Emineo, en effet, d'Olivier de Cocatrix. Et aujourd'hui, on retrouve un peu des conditions similaires à l'année dernière. Ces M2, ces petites libellules du lac, peuvent encore une fois voler un petit peu la vedette au plus gros. Et pour le moment, c'est un petit peu la sensation qu'on a quand on est sur le plan d'eau. Actuellement, les M2, eux, on voit qu'ils glissent tranquillou. Ils sont, je pense, aux alentours de 4-5 nœuds en vitesse, alors que derrière, les TF-35 ont plus de mal à décoller dans ces petits airs. Avec leurs gros appendices qu'ils ont sous l'eau, ça les freine un tout petit peu dans ces airs. Et il va falloir rester quand même du coup très vigilant et bien observer ces M2. On voyait à l'écran à l'instant la Swiss Foiling Academy qui a rejoint le M2 Speed Tour cette saison. Alors pourquoi le M2 alors qu'ils se concentrent sur le foil? Tout simplement parce qu'ils veulent apprendre à leurs jeunes équipiers à naviguer en équipe. Ils naviguent en Flying Phantom, ces petits catamarans qui se naviguent à deux. Et l'idée de Kilian Wagen qu'on voyait à l'écran, qui est à la barre, c'est d'embarquer une quinzaine d'équipiers toute la saison, de les faire tourner, de les former sur des catamarans plus grands pour les préparer ensuite au GC32, une forme de tremplin. On les voit à l'image, c'est génial de voir toutes ces formations qui se font sur le lac Léman pour préparer la suite. Et peut-être un mot également sur les SC1, puisqu'on parlait des petits catamarans, ils sont 8. Et alors on peut vous garantir que eux partent pour l'aventure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente un petit catamaran de catégorie SC1. On les verra à l'image tout à l'heure. C'est une vraie aventure. Ils peuvent embarquer un minimum d'eau. On parlait à Robin Méder hier. On essaiera de l'entendre dans quelques instants. C'est le vrai challenge pour eux de partir faire le tour du lac sur ces toutes petites bêtes de course. Ouais, les M2 qui sont aussi des laboratoires. Je prolonge encore un petit peu sur les M2. On parlera évidemment des autres bateaux. On a le temps de parler de tous les bateaux qui sont des laboratoires, puisque certains propriétaires de M2 en font voler. C'est le cas du V2, en fait, PIM, qui, lui, est un bateau qui était conçu pour voler. Mais comme ils voulaient aussi faire un bon résultat au bol d'or, ils ont scié les foils, et ce bateau originellement prévu pour naviguer puis ensuite pour voler renavigue désormais, et on a un son d'un des équipiers qu'on va peut-être pouvoir entendre. Il s'appelle Johannes Berli du bateau PIM, qui explique un petit peu l'esprit dans lequel ils ont attaqué ce 83e bol d'or Mirabeau. Johannes Berli, naviguant sur PIM, un V2, un prototype tiré un peu d'un M2, donc le même constructeur, Christian Favre, V2 qui était conçu pour voler avec des foils en T et qui a été transformé en archimédien pour l'occasion. Comme le bateau a été modifié pour l'occasion, notre objectif principal c'est surtout de terminer, et puis terminer le mieux possible. Aller le plus vite possible, se placer avec les autres M2 si possible, et puis tirer le meilleur du bateau.
Vous avez choisi de faire flotter votre M2, votre V2, initialement prévu pour voler. Pourquoi ce choix à l'occasion du Bol d'Or ? Alors en fait, le bateau, on a eu des petits soucis avec une électronique avant le Bol d'Or qui rendait impossible la participation avec les foils. Donc on a décidé au dernier moment de faire un essai de naviguer avec en Archimedia. Et c'était probablement le bon choix au vu des conditions du jour. Le V2 qui pourrait peut-être rejoindre un jour le M2 Speed Tour ou créer un nouveau championnat, c'est de l'histoire du futur. Et là, on voit les TF35, on les a déjà vus plus impressionnants, hein. On voit les équipiers assis à l'avant pour équilibrer le bateau. Avec un choix, hein, toujours sur ces bateaux, un choix qui n'a pas été utilisé sur ce Bol d'Or, c'est on a deux types de dérives. On la voit, cette grande dérive, ce foil, vous le voyez sur la gauche du bateau, un foil en V, mais qui peut aussi se transformer si les propriétaires le décident la veille, avec un foil en C. On peut décider de mettre dans les tout petits airs des foils en C. Aucun de ces TF35 lancés aujourd'hui sur la course n'a décidé de faire ce choix. C'est le choix du propriétaire. Ils sont tous en foil en V. Il faudra donc du vent. Et oui, j'en profite pour saluer à nouveau tous les auditeurs qui nous suivent, hein, les spectateurs qui nous suivent en Suisse et ailleurs. Daniel Herrera, bien connu de la Société Nautique de Genève et du Bol d'Or Mirabeau. Ça fait plaisir de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à réagir sous la vidéo avec des questions, des commentaires. On essaiera de vous répondre en direct autant que possible. Et on voit ces magnifiques bateaux de la CGN avec des invités, des spectateurs aux premières loges. Ils voient ça encore mieux que nous. Oui, merci de le rappeler, Sophia. Effectivement, intervenez, réagissez sur tous les réseaux sociaux du Bol, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses stupides. On va essayer de vous en donner des pas stupides, des bonnes et des intelligentes. N'hésitez pas à interagir avec les réseaux sociaux du Bol d'Or Mirabeau. On va essayer, si nous, on n'arrive pas à y répondre, de trouver des spécialistes qui répondront à vos questions. Là, Black Pearl, un autre M2, hein, on a beaucoup d'images des M2, on aura le temps de se concentrer sur les monocoques par la suite. On aperçoit peut-être derrière un 69F aussi, je ne vois pas très bien l'image, il y a beaucoup de soleil ici sur le plateau, mais c'est peut-être le moment de parler des 5 marraines du Bol d'Or Mirabeau qui naviguent justement à bord d'un de ces monocoques à foil, le 69F construit par Persico. Elles sont 4 navigatrices et 1 coach. Shirley Robertson, c'est un projet de notre partenaire principal, la banque Mirabeau, qui a mis sur pied une équipe 100% féminine, mettre en avant le palmarès de ces incroyables participantes, toutes championnes du monde, multiples championnes du monde de différentes catégories, et elles naviguent sur ce bateau qu'elles ont découvert à Valence à Pâques. On se réjouit de voir, c'est encore beaucoup trop tôt pour parler de leur position sur la course, mais on se réjouit de les suivre de près. Dans quelques instants, je profite d'avoir un peu de temps pour les présenter. Il y a la Suissesse Amanda Anastasov, l'Américaine Daniela Moros qu'on a vu kiter hier sur le lac, c'était absolument impressionnant. Francesca Bergamo d'Italie et Odile von Anholt, la Hollandaise, qui sont coachées par Shirley Robertson. Bientôt une vingtaine de minutes après le départ et déjà un trio de tête qui est en train de s'organiser. Iliam Comptoir Immobilier qui semble en tête, Art Explora également aux avant-postes, suivi de Real Team for Lehman Hope, Zen2, voilà, c'est plus ou moins pour l'instant la tête de course, une tête de course évidemment fragile. Je ne sais pas si Johan Lelièvre vous êtes positionné en direction de la tête de course, mais on les voit là, ces bateaux, et notamment... sauf erreur de ma part, il s'agit justement du bateau de la Saline Team. Si vous m'entendez, on vous entend bien, Johan, on vous écoute. Alors ouais, voilà, si vous m'entendez, voilà, c'est parfait. Nous, on s'est décalé un petit peu du coup. Maintenant, on est parti justement côte suisse en direction un peu des monocoques, voir un petit peu comment ça se passe. On est situé en avant des monocoques, juste derrière les multis qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour information, on a quand même, nous, on s'est décalé du coup sur cette gauche de plan d'eau. Il y a un petit peu plus d'air qui se dessine. On voit au loin les Psaros 33, l'UTF 10. Je reconnais au loin le MSC barré par Nicolas Groux, Volvo Autobrit qui
se sont bien dégagés, ils ont un vent qui est relativement favorable pour longer parallèlement la côte suisse. Et les monocoques qui sont partis sur la gauche du plan d'eau ont pris un excellent départ et on voit qu'ils sont maintenant rejoints doucement par les multicoques et vous en parliez avec les premiers multicoques qui se trouvent aussi dans cette zone-là. Ouais, premier multicoque qui, selon nos informations... On vous écoute, Johan. Voilà, on est en train de passer sur notre bâbord le Melstrand de Gaston qui ont gagné l'année dernière le bol de vermeil en monocoque. On les reconnaît avec leur autocollant d'étrave jaune. Eux, ils sont pas trop mal placés non plus. Ils n'ont pas encore touché la pression, mais ils ont la pression du gagnant de l'année dernière. Et ils veulent réitérer je discutais un peu avec eux hier soir, ils aimeraient réitérer leur exploit cette année. Alors qu'on longe le Luthier F10 Fouria, le S81, qui vient de Berne et qui navigue de tête à proximité d'Interlaken. Et oui, Gaston qui évidemment a remporté l'année dernière un des 3 titres les plus prestigieux de ce bol d'or Mirabeau. Il est vainqueur en temps compensé, d'où l'autocollant jaune qu'on voit à l'avant de la coque. Rafika avait remporté le bol de vermeil. Et Iliam Comptoir Immobilier, on ne l'a pas encore dit, ce sont les tenants du titre, on ne les a pas vus à l'image, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Oui, merci. En deuxième position, pour l'instant, Iliam Comptoir Immobilier. En troisième position, c'est Real Team for Lemon Hope. Et puis en première position, pour l'instant, fragile évidemment, une vingtaine de minutes du départ, c'est le bateau français Art Explora. Barré par Loïc Perron, en l'occurrence, avec Mathieu Ravussin, Frédéric Jousset, Devant Le Bihan, Arnaud Jarlegan, Valentin Sipan. Et comme un Perron peut parfois en cacher une autre, retour ici sur le pont de la Neptune, où nous accueillons Alexandra Perron, qui est la directrice opérationnelle de ce bol d'or Mirabeau. Alexandra, bonjour. Bonjour Pierre-Antoine. Ça s'est bien passé ce début de course pour vous? Formidablement bien. Nous étions avec Nicolas Mirabeau au canon pour le protocole. Tout s'est bien passé. Ça tremble. Oui, ça tremble. Et ici, on est au village et c'est de ça dont on veut parler avec vous, évidemment, puisque l'année dernière, il n'y avait pas de village. On était en pleine période de pandémie. Là, il y a un gigantesque village. On n'a jamais connu ça. Et on veut accueillir un maximum de gens ici. À quoi, si je suis en ville là et que je veux venir ici, à quoi est-ce que je dois m'attendre? Comment je vais être reçu? Vous allez être bien reçu. En tout cas, on s'y attelle et on a travaillé d'arrache-pied pour. C'est vrai qu'après ces 2 années de restrictions sanitaires et de pandémie, même si l'année dernière, il y a eu une édition un petit peu à demi-teinte, puisqu'à terre, c'est vrai que vous aviez peu de festivités, voire pas. On a eu cette idée de faire un vrai village, comme on peut en avoir pour les courses océaniques, et d'accueillir notamment nos stands, nos partenaires, mais également les médias, et puis de faire en sorte que ce soit un lieu de rassemblement festif pour venir se restaurer en famille, passer du bon temps. On a des bars, on a des concerts, il y aura des DJ sets. Et puis bien évidemment vous et le live de la course pendant tout le week-end. Ouais, sur le pont de la Neptune, 1904. Ça, c'est la date de naissance du bateau sur lequel on est. Ça la différencie un petit peu des TF35 qui naviguent aujourd'hui. Juste devant nous, à une vingtaine de mètres, on a une piscine, la piscine du magazine Skippers, avec des petits bateaux télécommandés. Il y a déjà des enfants qui jouent. Venez nombreux, ça va être sympa. Et c'est beaucoup grâce à vous. Merci Alexandra. Premier concert à quelle heure? 20h30 ce soir. Venez nombreux. Ce sera suivi d'un DJ set. On vous attend. Il fait beau. On a vu hier Time Machine qui a mis le feu à la Société Nautique de Genève. Ce sera la même chose ce soir. Merci Alexandra d'avoir mis tout ça sur pied. Merci à vous. N'oubliez pas, demain également, à partir de 17h, il y aura un autre concert. Il fait beau. Profitons-en. On vous attend. Merci. Merci à vous. Et on retourne sur le plan d'eau sans plus attendre, place à la course. Les monocoques qui sont là. Et les multicoques, on le voit maintenant, le Décision 35 de Christian Val, le sorcier du lac, comme on le surnomme par ici, qui pourrait bien être l'un des vainqueurs de cette édition. Et en parlant de favoris, un autre, le Psaros 40, qui vise le bol de vermeil. Il l'a déjà remporté. Jean Psarophagis et son équipe qui sont là. On les voit à l'image. Leurs plus grands concurrents, dirons-nous, sont les autres Psaros 40,
le Luthi 1090 Katana et évidemment Rafika. Rafika, bien sûr. Et puis dans cette classe TCFX, on a des autres Psaros, les petits Psaros, les 33, qui sont un peu plus nombreux et qui sont aussi classés dans cette classe TCFX. Pas mal de batailles dans ces tout petits airs. C'est un petit peu la bataille, je dirais, de la légèreté. Hein. Rafika est une grande luge, un Libera hongrois, un très vieux bateau. C'est les bateaux des années 80 qui mettent beaucoup d'équipiers au rappel, très impressionnant quand il y a du vent. Et puis ces Psaros 40, eh ben, c'est évidemment des bateaux dessinés pour le Léman, sur le Léman, par toute l'intelligence service de Romandie, on va dire, qui eux naviguent plutôt avec des... navigue avec la possibilité de se lester. Un petit tour peut-être sur le plan d'eau. On voit Emineo qui avait animé le bol d'or de l'an passé, Olivier de Cocatrix là à l'image, un petit M2. Johan, est-ce que vous nous recevez? Qu'est-ce que vous observez sur ce plan d'eau à 25 minutes du départ? Voilà ce que j'observe. Vous venez de voir du coup à l'image en effet Emineo qui vient de virer de bord. Là, on est du coup parti, comme on l'expliquait, sur la gauche du plan d'eau. On accompagne les premiers monocoques et multicoques. L'ensemble des bateaux sont quand même, c'est encore bien groupé sur ce plan d'eau. On cherche depuis tout à l'heure Rafika, qui est quand même un bon challenger pour aujourd'hui. On pense qu'il est loin devant, qu'il est lui en tête de course. Je ne sais pas, vous qui avez la cartographie, vous pouvez peut-être m'en dire un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que Rafika est parti un petit peu plus devant, suivi des Psaros 33. Et en effet, on vient de voir le Psaros 40 de Jean Psarophagis. On vient de passer à côté. Merci Johan, on va essayer de les préciser un petit peu ces positions, en tout cas la position des bateaux de tête sur la carte qu'on va essayer de mettre à l'écran, que vous voyez là en surimpression. Donc on voit très bien qu'après avoir été chercher un petit peu de vent du côté du quai de Colonie, les TF35 ainsi que tous les bateaux de la classe M1, Force Cash bien sûr, et les deux Décision 35 sont en train désormais de se diriger du côté du creux de Gentot, où manifestement ils ont repéré quelques airs. Donc ils traversent le lac, ils retraversent le lac en direction de la côte suisse, avec en tête cette fois-ci Iliam, Comptoir Immobilier, suivi d'Art Explora, barré par Loïc Perron. En troisième position, Real Team Forêt et Lehman Hope. Et puis vous le voyez, Zentou derrière. Donc c'est du côté de la côte suisse désormais que se trouve la vérité pour la tête de course. Est-ce qu'on peut en dire autant pour les bateaux suiveurs, les bateaux poursuivants, Johan Lelièvre? Alors voilà, si vous m'entendez Pierre-Antoine, je rectifie un tout petit peu par rapport à la cartographie. Il y a peut-être un petit peu de temps. Nous qui sommes du coup sur le plan d'eau, je vois que le bateau Spindrift est décalé quand même au vent par rapport à Comptoir Immobilier. Et au loin devant, je vois du coup le Décision 35 de Christian Val. Et pour moi, là, actuellement, sur le classement en temps réel, on a le Décision 35 de Christian Val, suivi de Spindrift et Comptoir Immobilier. Et les premiers monocoques qui sont vraiment côte à côte avec le Décision 35 de Christian Val. On voit justement au niveau du Vengeron, en direction du creux de Gentot, le Psaros 33 Bordier, le Psaros 33 MSC, nous avons le Psaros 33, le Sui 900, j'ai perdu son nom. On a Taïwan qui vient de virer actuellement devant la réserve. Et là, pour le moment, il y a pas mal de choses qui se jouent actuellement pour se dégager de la flotte entre le Vengeron et le creux de Gentot, où il y a, je continue à vous le dire, des petits airs. Et puis c'est vraiment magnifique, un spectacle magnifique aujourd'hui. On n'a pas un seul nuage actuellement sur l'ensemble du plan d'eau et autour de nous. On a une vue magnifique sur le Mont Blanc et c'est vraiment un spectacle magnifique. N'hésitez pas à descendre, à regarder par vos fenêtres, à venir sur les bords du lac. C'est quand même un magnifique événement que nous sommes en train de vivre actuellement. Et oui, l'incontournable fête du lac, on ne peut pas rater cet événement. Johan, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire si vous passez la journée sur l'eau. Nous avons besoin de vous encore quelques heures, je pense même jusqu'à demain. Nous le voyons à l'image, le Psaros 33 MSC de Nicolas Gros, également l'un des favoris de cette édition.
L'occasion également de parler de ces plus petits bateaux, hein, puisqu'on parle énormément des favoris, mais finalement ceux qui font le bol, c'est l'ensemble de la flotte, 421 bateaux, et ce sont eux qui nous permettent chaque année de vivre ce magnifique spectacle. Évidemment, les premiers sont impressionnants, ils vont vite, mais ceux qui attirent notre attention et notre admiration sont ceux qui participent sur les plus petits monocoques et qui viennent en famille, entre amis. Hein. Si vous regardez la liste de départ sur le site internet, certains équipages portent tous le même nom de famille. C'est sympa de se rendre compte que c'est la réunion annuelle. Alors qu'on voit de nouveau à l'image ces Psaros 33 qui ont leur régate, hein, leur classe. Ils participent toute l'année, ils s'entraînent toute l'année, ils sont affûtés. Et ils pourraient faire de l'ombre à leurs concurrents pour le classement des monocoques. Ouais, les Psaros 33, les plus jeunes, les derniers nés, on va dire, du chantier Psarophagis. Et puis, derrière, la meute, évidemment. La meute des surprises. Une centaine de surprises, un quart de la flotte. Une véritable régate dans la régate. Les populaires. Et une bataille acharnée avec ce petit bateau qui va bientôt accuser une cinquantaine d'années du chantier Archambault à l'époque. Chantier qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est un chantier français qui avait créé ces petits bateaux qui sont la véritable coqueluche des lacs suisses puisqu'ils naviguent très très bien dans des tout petits airs. Et l'an passé, c'est une femme, Sarah Jacot, qui avait remporté la catégorie surprise. On va peut-être l'entendre dans un petit moment tout à l'heure, Sarah Jacot. On y reviendra puisqu'on a enregistré avant le départ ces déclarations. Mais il faut le savoir que c'est une véritable bataille qu'on va suivre de près. Sophia, cette bataille de surprise. Et oui, dans le bol, comme les participants aiment le dire. Alan Roura le mentionnait à la conférence de presse avant-hier, le navigateur suisse qui prépare le Vendée Globe sous les couleurs de Hublot. Il le disait, lui, il l'a gagné en 2017, sauf erreur, l'année de la bise. Et il le disait, c'est pour lui le vrai vainqueur du bol et celui qui le remporte en surprise. Toujours la plus grande classe représentée, ils sont 96 cette année exactement, me dit-on dans l'oreillette. 96 pour ceux qui nous regardent depuis l'autre côté de la frontière. Nous sommes ravis de savoir que vous nous suivez pas seulement en Suisse, pas seulement autour du lac Léman, mais le bol d'or Mirabeau qui touche beaucoup de monde autour de l'Europe et des passionnés de notre sport. Ouais, Alan Roura qui nous a rendu visite. Il était sur le pont d'un bateau CGN lors de la conférence de presse du bol d'or jeudi. Un coup de vent, il est reparti s'entraîner. Il doit s'entraîner avec ce nouveau bateau Hugo Boss. On va aussi l'entendre tout à l'heure probablement. Mais on vous parlait de Sarah Jacot l'an passé, les surprises, et ça mérite un petit éclairage qui a été réalisé par nos amis de 4AM. Ici, on va l'écouter. Sarah Jacot. Être tenante du titre du bol d'or en surprise, ça représente énormément. Pour moi, c'était le rêve de ma vie de régatière sur le lac et c'est une grande fierté, une grande joie de l'avoir gagné l'année passée. Je pense que le challenge principal de la catégorie des surprises, c'est qu'on est beaucoup, on est une centaine, on a tous exactement le même bateau. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on se bat avec les mêmes armes et puis il faut faire la différence sur l'eau. Alors l'année passée, je pense que nous, on voyait bien Géominal et ses fils et puis le bateau Velasco. Je pense que c'est deux grands compétiteurs qui sont toujours aux avant-postes sur le bol d'or. Donc c'est ceux qu'on imaginait gagner le bol d'or l'année passée et qu'on redoutait le plus. Alors on est déjà en train de se préparer pour le bol d'or de cette année. Avec l'équipage, on s'entraîne tous les mercredis soirs et puis on fait les critériums et le championnat des surprises tout au long de l'année. C'est sûr que quand on a gagné le bol d'or, ça va être compliqué de faire mieux cette année. Donc bien sûr, on va essayer de refaire pareil, mais on est réaliste et on sait bien que si on a une place dans les 10, on sera déjà très content. Et en toute objectivité, quel plaisir de voir une femme remporter la classe reine des surprises. Espérons qu'elle réitérera son succès cette année. J'en profite pour vous rappeler de suivre la course sur la cartographie. Si vous voulez plus d'informations, mysuiviregatte.ch. Vous aurez toutes les informations par catégorie, par bateau. N'hésitez pas à aller sur la cartographie mise en place par Suivi Régate. Mais sans plus attendre, retournons sur le plan d'eau parce que c'est finalement ça qui nous intéresse.
Si Johan, vous voulez nous en dire un peu plus de ce que vous voyez en étant sur l'eau. Oui, Sophia. Oui, Sophia, nous sommes du coup toujours côté Creux de Gentot. On accompagne le premier monocoque actuellement, Katana, le Lutti qui est juste à nos côtés, qui est vraiment côte à côte avec le Décision 35 de Christian Wall. Et au loin devant, et qui passe déjà à la pointe du Creux de Gentot, on voit deux M2 qui sont détachés. J'ai reconnu le M2 DCN de tête qui est en train de se détacher. J'arrive pas à voir quel est le M2 qui est vraiment côte à côte. Et là, c'est vraiment les deux bateaux qui se dessinent, enfin qui partent vraiment, qui ont créé un écart conséquent avec l'ensemble de la flotte. Et on continue à longer les côtes. Il y a du monde aux côtés de Bellevue, Port-Gitana. Il y a pas mal de monde qui sont là pour justement profiter du spectacle. Et point de vue vent, je vous fais un petit topo sur le vent. Creux de Gentot, comme d'habitude, il y a un petit peu d'air, un petit peu plus d'air. On voit les bateaux qui glissent en douceur et voilà, c'est en train doucement de se décanter cette flotte. Voilà l'occasion de dire à nos amis de Bellevue, Gentot, Versoix, préparez-vous, ils vont passer, ils rasent la côte juste devant chez vous. Si vous ouvrez la fenêtre, vous allez les voir. Johan, vous êtes nos yeux, évidemment, en avant de la course. On a un petit souci pour l'instant de balise sur Spindrift qui ne nous le positionne pas sur la carte. Est-ce que Spindrift, où se trouve Spindrift, en tête de course? Alors, Spindrift actuellement, il est devant le Vengeron. On les a du coup passés à l'intervention précédente et il se trouve à peu près à un demi-mille derrière Christian Wall, juste au large du Vengeron. D'accord, merci de ces précisions. On évoquait tout à l'heure, Sophia, Alan Roura, qui est passé nous rendre une petite visite de sympathie. Attention, paddle devant Patrick, jeudi. Patrick, ah voilà, des petits soucis techniques avec des paddles pour Johan qui est sur le plan d'eau. Je suggère qu'on entende Alan Roura tout en regardant ces images magnifiques de départ de Bol d'Or. 36 minutes après le départ, la course était lancée. 421 bateaux sur le plan d'eau. Et puis on écoute quelqu'un qui navigue désormais en mer, qui porte le drapeau suisse haut et loin. C'est Alan Roura qui est venu nous rendre visite. On l'écoute. Alan Roura, le Bol d'Or, vous en serez pas cette année, mais vous y avez déjà été plusieurs fois. Vous l'avez même gagné, c'est juste? Oui, alors c'est un travail d'équipe. J'étais pas tout seul, mais oui, c'était en 2013 de souvenir. Très belle édition, en surprise, donc ouais, très bon souvenir. Alors, c'est quoi pour vous le Bol d'Or? Qu'est-ce que ça rappelle? Le Bol d'Or, c'est comment dire, une expérience inoubliable parce qu'on se retrouve avec énormément de bateaux sur un plan d'eau fermé. Des bateaux de taille, de types différents. Il y a une espèce de... C'est une fête. Le Bol d'Or, c'est le sport, mais c'est aussi le côté festif. Et ça, c'est très joli parce qu'on va voir des équipages qui sont en famille, des équipages très pros. C'est très varié et en fait, le plaisir est le même pour tout le monde. Et ça, c'est ce que j'appelle moi une belle régate. C'est aussi un parcours simple, un tour de lac. Parcours simple, vous connaissez. Le tour du monde, des Sables d'Olonne aux Sables d'Olonne. C'est ce que vous apprêtez à faire pour la 3e fois. Comment ça se prépare ce Vendée Globe? Ça se prépare sur un peu plus long qu'un Bol d'Or, mais c'est clairement des navigations, des entraînements, un côté technique très important, approuver le bateau, donc participer à de nombreuses courses. Là, cette année, on va faire quasiment 4 transatlantiques avec le bateau. Ouais, c'est beaucoup de navigation, beaucoup d'expérience à avoir sur le bateau. On se prépare jusqu'au dernier moment. Voilà, c'est du non-stop. Nouveau bateau pour vous, Hublot, l'ancien bateau d'Alex Thompson, qui avait fait un magnifique départ au dernier Vendée Globe. Il faut appréhender la machine, c'est facile? Facile, non, c'est long. C'est long et puis il faut accepter de retourner un peu sur les bancs d'école. C'est un bateau complètement différent, donc ce qu'on a appris, on l'oublie et on repart d'une feuille blanche. Donc voilà, c'est très très intéressant. Il va falloir encore un peu de temps pour l'avoir à 100% dans les mains, mais en tout cas on est sur la bonne voie avec l'équipe, c'est chouette. Il y a une tradition de marins suisses, Steve Ravussin, Dominique Vave, Bernard Stamm.
vous les suivez, c'est vous la nouvelle génération des marins suisses au large. Vous êtes détenteur de quelque chose ce faisant ? Moi je suis très content de prendre la suite. J'ai pas gagné grand chose moi en course. J'ai le record de l'Atlantique Nord. Voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à ramener chez nous. Je trouve ça joli de ramener un record. Et puis moi ce qui me botte c'est d'arriver à ramener aussi la jeunesse dans ce milieu de course au large, de leur faire ouvrir les yeux que c'est possible. Et aujourd'hui on voit en mini, en classe 40, en plein de supports différents, des Suisses qui débarquent et je trouve ça génial. Le pavillon suisse au milieu de tous ces chacals français, c'est pas difficile à porter ? Non, on a été là depuis toujours en fait, et ça c'est joli parce qu'il y a toujours eu des Suisses dans ce domaine-là, que ce soit dans la Whitbread à l'époque, aujourd'hui les courses mythiques, Vendée Globe, Route du Rhum, on est toujours présent et il y a toujours un gage de sérieux et de performance et ça c'est vraiment chouette, on est très respectés. Quel plaisir d'entendre Alan Roura parler de son projet Vendée Globe et surtout de le voir à la Société Nautique de Genève jeudi. Il ne peut pas être présent ce week-end puisqu'il prend le départ de la Vendée Arctique demain. Donc évidemment, c'était un peu compliqué de participer au Bol d'Or Mirabeau, même s'il aurait aimé le refaire en surprise, nous disait-il. Une petite précision sur les M2 dont on parlait tout à l'heure avec Johan sur l'eau. C'est DCM qui est en tête, il le disait, au coude à coude avec Nickel. Et on a un petit semblant de Genève Roll Genève, puisque c'est DCM Systematic Advisors qui ont remporté la Genève Roll la semaine dernière devant Nickel. Et troisième, complétait le podium, Swiss Medical Network qui remporte absolument tout cette saison, mais la Genève Roll leur a échappé. On verra si rectifie le coche aujourd'hui, Pierre-Antoine. Oui, retour sur le plan d'eau, tête de course au large de Bellevue. C'est Iliam, le vainqueur de l'an passé, qui pour l'instant semble être en tête, devant Art Explora, barré par Loïc Perron, suivi par Il Team, sauf erreur de ma part. Je me base sur la cartographie et on sait qu'on a Spindrift quelque part. Et puis Zentou qui décide de repartir en direction de Bellerive. Voilà, une flotte de tête de course qui se scinde en deux. On vous rejoint, Johan. Dites-nous ce que vous voyez. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le plan d'eau. Bien, Pierre-Antoine, eh bien, nous, on quitte doucement justement cette tête de course au large du creux de Gentot pour rejoindre l'ensemble de la flotte, parce que l'ensemble des bateaux sont encore à proximité, ont passé la ligne certes, mais sont encore pas mal étalés un peu derrière nous. On rejoint un petit peu, on va essayer de se rapprocher un peu des surprises, voir un peu comment ça se passe. Je vais essayer aussi d'essayer de communiquer un petit peu avec des concurrents. Je pense qu'on va pouvoir, on a une perche à bord, on va pouvoir essayer de prendre un petit peu des impressions et des petits retours des concurrents si certains se laissent approcher. Là, on se rapproche devant nous, on a le Melch 32 de Michel Gloss, Yasha Samouraï, qui est un des prétendants pour la victoire en TCF1. Et aussi peut-être en SRS. Et voilà comment ça se dessine sur le plan d'eau. Les conditions de vent n'ont pas beaucoup évolué par rapport à tout à l'heure. Et les bateaux avancent paisiblement en direction du Bouvray. Merci beaucoup, Johan. Une course qui s'installe gentiment, un Bol d'Or qui a démarré gentiment avec des petits airs, déjà un peu plus que prévu originellement. Ça avance, on s'installe dans la course. Le Bol d'Or est parti et ça promet d'être assez mystérieux, tant en termes d'heure d'arrivée qu'en termes de victoire, évidemment. En attendant, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, rejoignez-nous ici à la Société Nautique de Genève. Le club ouvre ses portes. Un village est ici à votre intention. Et nous, on est là, Sophia, pour accueillir tous les gens qui vont venir, évidemment. Tout à fait. En attendant que vous veniez ici ou sur le chemin, dans le bus, en venant ici, vous pouvez suivre la course sur la cartographie. Je précise la petite manipulation qui pourrait vous aider. Je reçois quelques commentaires de personnes qui n'arrivent pas à utiliser la cartographie. Chaque bateau est représenté par une couleur. Cette couleur représente la classe du bateau. Vous pouvez aller tout à droite dans le filtre, l'embout, je ne sais pas comment s'appelle ce petit bouton, tout en haut à droite, pour sélectionner la classe qui vous intéresse.
puis vous cochez un peu en dessous. C'est pas simple, mais j'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez choisir le bateau que vous souhaitez suivre. Il suffit de cocher la case de la classe qui vous intéresse. J'espère que j'ai été claire. Je suis sans doute plus à l'aise aux commentaires d'une course que d'une cartographie. En tous les cas, on va retourner sur le plan d'eau dans quelques instants avec Johan, en attendant de parler à l'un des bateaux en tête de ce bol d'or Mirabeau. L'équipe d'Alinghi Red Bull Racing devrait nous rejoindre dans quelques instants. Mais en attendant, Johan, on vous entendait croiser vos copains. Ça fait plaisir de voir tout le monde de bonne humeur sur ce lac. C'est ça, ça fait plaisir de voir tout le monde réuni sur le plan d'eau, de retrouver tous les navigateurs avec lesquels j'ai régaté et croisé ces dernières années. Et retour un peu sans restriction après nos 2 années de pandémie, et ça fait plaisir de retrouver tout le monde. On continue à se diriger en direction de l'arrière de la ligne, mais on y va en douceur pour essayer de faire le moins de vagues possible aux concurrents, parce que bien entendu, avec tous les bateaux à moteur, c'est vrai que les concurrents n'apprécient pas forcément toujours qu'on passe à proximité d'eux avec un bateau à moteur, parce qu'on crée des vagues. Créer des vagues, c'est ralentir le bateau. Il ne faut pas oublier qu'on est en course, donc on fait de notre mieux pour déranger personne, et on descend du coup à une allure certaine en direction des surprises. On va essayer de vous faire un petit point sur les surprises d'ici peu. Merci beaucoup, et nous de notre côté on a un certain nombre de témoins, de grands témoins évidemment sur ce plan d'eau. Il y a pas mal de gens qu'on va essayer de contacter tout au long de la course pour avoir des sentiments en tête de course évidemment, puisque ça nous intéresse beaucoup, mais aussi dans le peloton, puisque le bol d'or c'est plusieurs courses dans la course. On va essayer tout à l'heure peut-être de contacter quelqu'un de l'équipe d'Alinghi Red Bull Racing. En attendant, Johan, je crois que vous êtes à côté de 6 bateaux de Jean Psaroufagis, un Psaros 40, un prétendant à la victoire en monocoque. Et on voit que 6 avancent, ce qui est plutôt encourageant. Je confirme. Exactement, 6 avance en douceur. Il a un cap magnifique parce que là pour le moment il fait quasiment route directe pour la sortie du petit lac. Jean est à son habitude assis sous le vent et à la barre, très concentré pour faire glisser ce bateau avec l'ensemble de son équipe. On voit l'équipe est positionnée sur l'avant, un petit coucou du propriétaire. Et voilà, ils sont positionnés sur l'avant du bateau, sous le vent, et route directe en direction du petit lac. C'est plutôt intéressant les airs qui touchent ici un peu sur le milieu du plan d'eau. Oui, vous parliez de Jean Psaroufagis que vous avez vu. Alors que allez-y Johan, vous êtes plus intéressant que moi. Oui. En effet, voilà, on parlait de Jean, et je veux juste vous annoncer aussi, on vient du coup de passer le bateau de Jean, et juste derrière les M2, j'ai aussi un Lutti F10 Furia, mais ils m'ont l'air tankés ici, là sur le milieu du lac. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent actuellement, et c'est vraiment, je pense, la bonne stratégie. C'est ceux qui sont décalés sur la gauche du plan d'eau. On était tout à l'heure du côté du creux de Gentot, et là-bas il y avait un petit peu de pression, et milieu lac, là on passe le M2, le SUI 22 avec Furia derrière, qui m'ont l'air plutôt tankés. J'ai le SUI 700 aussi Pro Yachting, le Psaros 33 qui lui aussi a les voiles qui flappent, et on sent qu'ils ils ont un petit peu moins d'air. Et ça glisse un peu moins fort pour cette deuxième ligne de bateau. En espérant que les thermiques s'installent un peu plus confortablement cet après-midi. Ça animera la course qui est partie il y a déjà 45 minutes. Ils sont toujours dans le petit lac. Ceux pour qui c'est le plus long, c'est sans aucun doute les navigateurs. Et Sophia, nous vous entendons, Johan. Je peux vous annoncer que je regarde un peu en direction du large. Quand je regarde direction, on va dire, Coppet, une ligne entre Coppet et Hermance, on a des petits airs qui se dessinent un petit peu plus haut. Le lac est un petit peu plus sombre. Et on espère que ce petit thermique va vite descendre ici pour faire naviguer et faire glisser un peu nos navigateurs. Merci beaucoup, Johan. On va d'ailleurs rejoindre quelqu'un qui ne doit pas être très très loin de vous en ce moment sur le chaseboat, le bateau suiveur d'Alinghi Red Bull Racing. Pierre-Yves Joran, est-ce que vous nous entendez? Voilà, on vous aperçoit, Pierre-Yves. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça s'annonce ce début de course? Bien écoutez, magnifique journée. C'est vrai que les airs sont super légers. La course est partie depuis une demi-heure. On voit néanmoins que les premiers bateaux, les M2 là, qui mènent la course, sont en train de rentrer dans un petit régime de brise thermique. Les premières idées de séchage sont en train de se poser au large de Versoix et on s'attend à ce que ces bateaux-là puissent stretcher un tout petit peu dans les 10-15 prochaines minutes. Et Pierre-Yves, peut-être un mot sur la météo et sur votre stratégie de course. Donc ça pourrait s'améliorer dans l'après-midi. Comment vous abordez cette édition du Bol d'Or Mirabeau assez light? Écoutez, là on n'a plus de contact avec l'équipage. Ce matin au briefing de l'équipe et au briefing météo, on a donc posé tous les éléments sur la table. C'est une course qui va être compliquée. Il va falloir s'armer de patience. Il va y avoir des rebondissements. C'est vrai que mentalement, d'être dans le paquet de tête, ça reste toujours des bonnes choses, surtout quand la température monte, quand la course se durcit un tout petit peu. Donc là, on est un tout petit peu en retrait au moment où on se parle. Il faut que l'équipe reste zen. Et puis, on a mis 2-3 schémas en place. C'est vrai qu'il y aura des brises thermiques. C'est vrai qu'il y aura peut-être... il y a encore un petit flux de nord-est là, qui circule sur le plateau, avec peut-être des tombées sur le lac en fin de journée, début de soirée. Donc c'est une course qui va gentiment accélérer jusqu'à midi, tant que les bateaux seront dans le petit lac, et puis ensuite qui va peut-être ralentir un peu dans le grand et le haut lac, puis réaccélérer au retour à la hauteur de Lausanne pour un finish qu'on espère palpitant à la tombée de la nuit. Pierre-Yves, on l'a dit, les TF35 volent à partir de 6 nœuds et demi de vent au portant, 8 nœuds au près. Est-ce que vous allez pouvoir voler aujourd'hui? Parce que c'est ça la clé de la victoire finalement. C'est vrai, hein, le TF35 est un bateau qui peut déployer toute sa puissance à partir de 6 nœuds de vent environ. Donc 6 nœuds de vent, c'est 10 km à l'heure de vent qui permet au bateau de s'élever sur ses foils et accélérer fortement. Tant qu'on n'atteint pas cette vitesse, le fait d'avoir les appendices, donc le dérive, les safrans dans l'eau, c'est un bateau qui traîne beaucoup d'eau, qui a beaucoup de traînées et qui glisse un tout petit peu moins bien que les M2 ou que les Décision 35. Donc pour nous, la clé, elle est simple. Tant que les conditions resteront légères pour l'ensemble de la flotte des TF35, le combat est difficile avec une petite carence de vitesse. En revanche, dès qu'on va pouvoir peut-être d'ici une demi-heure toucher du séchard, à ce moment-là, peut-être les bateaux vont pouvoir se mettre à voilier et peut-être rattraper les bateaux de tête. Donc la clé, elle est aux alentours des 6 nœuds. Pierre-Yves, je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais on dit parfois que le vainqueur de la Genève Roll Genève ne remporte pas le Bol d'Or Mirabeau. Qu'est-ce que vous avez à me répondre à ça, puisque vous avez remporté la régate la semaine dernière? Alors, c'est vrai que si on a fait le compte, hein, Sophia, on a regardé, donc on a remporté avec l'équipe Alinghi 7 bols d'or. Et lors de ces 7 victoires, nous avons réalisé 4 fois le doublé. Donc, pour nous, le fait de remporter la Genève Roll est plutôt bon signe. Eh bien, bon, voilà. C'est long. Voilà. Une équipe qui n'est pas superstitieuse, Alinghi Red Bull Racing, avec beaucoup d'actualités internationales. Hein, Pierre-Yves, on est quand même obligé d'en parler, évidemment. Tous les médias en ont parlé avant-hier. Vous avez annoncé l'équipage d'Alinghi avec, à la surprise d'un certain nombre de gens, 2 rameurs et un cycliste. Alors expliquez-nous à quoi ça sert 2 rameurs et un cycliste au milieu d'une équipe de voile. Typiquement, aujourd'hui, les rameurs sont à bord et je peux vous assurer qu'ils rament fort pour essayer de combler le retard. Non, blague à part, c'est vrai que sur le gros bateau, nous aurons besoin d'équipiers pour produire de la puissance, puisque l'équipage du futur AC75, qui est le bateau qu'on utilisera pour la 37e America's Cup, sera composé de 8 équipiers, 4 qui piloteront le bateau, qui régleront les voiles, qui feront voler le bateau à l'aide de systèmes de contrôle, et 4 qui seront dédiés à justement la production d'énergie pour pouvoir border les voiles, pour pouvoir descendre les foils, pour pouvoir réguler les flaps. Et donc pour pouvoir produire cette énergie, on a besoin de très gros gabarits, de gens qui ont une forte capacité cardio et énormément de puissance. Donc
on s'est acheminé naturellement vers des rameurs. Mais c'est vrai que Niels Frey, notre head coach, a travaillé avec différentes fédérations tout au long de l'été, l'automne et cet hiver pour identifier des athlètes très puissants. On a été chez les kayakistes, crossfitters, cyclistes, rameurs, etc. Et on les a confrontés à l'aide de l'hôpital de la Tour selon un protocole bien strict pour mesurer et pour identifier les plus forts de ces personnes. Et aujourd'hui, on a effectivement 3, je dirais, hors marins, mais qui sont des personnes extraordinaires, qui ont un cursus olympique, qui ont une magnifique attitude, et puis surtout qui amènent justement un vent nouveau au sein de l'équipe des marins, avec des expériences d'athlètes de haut niveau qui permettent à chacun d'évoluer dans leur position. Merci de ces précisions, Pierre-Yves. Et du coup, on va profiter de vous voir sur le lac Léman ce week-end, puisqu'assez vite, vous allez prendre les voiles et vous concentrer sur l'America's Cup. Un plaisir de parler à Pierre-Yves Jorand, co-directeur général de l'équipe. Mais retournons tout de suite sur le plan d'eau avec Johan Lelièvre, qui a également une interview à nous présenter. Je confirme, Sophia, on est à proximité du Toucan Angry Bird avec un équipage à son bord qui n'est pas l'équipage habituel. Il faut souligner un peu la solidarité qu'il y a entre les toucanistes parce qu'habituellement ils naviguent sur l'exponentiel et ils ont malheureusement dématé la semaine dernière à la Genève Roll. Et un des propriétaires qui naviguait pas sur son Toucan a proposé à l'équipage de naviguer sur son Toucan. Et donc nous sommes à bord avec le Toucan Angry Bird. Alors les gars, comment vous avez vécu ce départ? Super départ, Fernando il a fait de la magie. Et puis là pour le moment on prend la bonne option, on va voir si ça continue. Et comment vous voyez comment ça va se profiler la suite? Vous pensez le séchard arrive bientôt ou comment? Ouf, ça va être long, ça va être long. Vous avez prévu crème solaire, vous avez prévu de l'eau, de quoi vous hydrater? C'est ça, c'est ça. Et puis comme tu disais avant, là, René, le propriétaire d'Engri, qui nous a bien voulu nous prêter, il est juste là-bas, il commence à être derrière nous, donc ça fait plaisir. On va essayer de voir s'il ne voudra pas revenir l'année prochaine sur Toucan. Eh ben, c'est génial. Merci les gars, on vous souhaite une bonne régate et profitez de cette belle navigation. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, salut. Le Toucan, l'oiseau du Léman, c'est lui qui gagnait le bol d'or dans les années 80, le Toucan, hein, et qui avance encore un petit peu dans ces airs très très évanescents. Johan, ne nous quittez pas, on voit sur la cartographie la flotte de tête de course qui s'est un peu divisée. Iliam, Comptoir Immobilier, Art Explora du côté de Bellevue, et puis Zentou qui a l'air d'avancer du côté de Bellerive, de l'autre côté du lac, en direction de Corsier-Port. Est-ce que vous m'entendez encore, Johan? Est-ce que vous confirmez cette information? On a du côté de la côte française une bonne avancée des bateaux. Je vous entends, Pierre-Antoine. J'essaie d'observer devant et je confirme que derrière moi, au niveau de la pointe à la bise, on aperçoit d'autres D35, enfin TF35 pardon. Et Zentou est en effet derrière moi au large de la pointe à la bise. En touchant un petit peu d'air, on dirait là-bas, pointe à la bise, on aperçoit des petits airs qui se dessinent. Et des pronostics et des classements qui sont encore très légers. On va dire que c'est assez difficile d'établir maintenant un classement au tout début de cette course puisqu'elle risque d'être longue. L'année dernière, ils étaient arrivés en début de nuit autour de 23h si ma mémoire est bonne. Cette année risque de ne pas être beaucoup plus rapide, mais on pourrait être surpris. Il suffit d'une petite brise thermique pour que les TF35 s'envolent et nous fassent rêver. Et peut-être qu'ils viendront en fin de journée pour le coucher de soleil, comme le souhaitent tous les photographes. Ouais, des marins internationaux comme Pierre-Yves Jorand, des marins locaux comme ce Toucan qu'on vient d'entendre. On va en entendre toute la journée, des marins d'ici, d'ailleurs, des marins professionnels, des marins amateurs. Là, c'est la grande fête du lac aussi qu'on va essayer de transcender en termes d'émissions. On va essayer de rencontrer le plus de monde possible toute la journée. Et puis si vous voulez qu'on vous rencontre en chair et en os, eh bien venez simplement ici à la Société Nautique de Genève où un village d'accueil vous est ouvert et vous êtes les bienvenus. Je crois qu'on va de nouveau se retourner sur le plan d'eau avec un projet très particulier. Vous nous en avez touché 2 mots tout à l'heure, Sophia, mais on peut peut-être rappeler ce qu'est la Sailing Squad. Et oui, la Sailing Squad, ce sont 5
navigatrices, 4 navigatrices et une coach pour être plus précise, qui se sont rencontrées au printemps à Valence, qui ont découvert le 69F. Et le récit est raconté sur 4 épisodes, 3 sont déjà sortis. Comment se sont-elles rencontrées? Comment elles se sont entraînées? Et surtout, comment le bol d'or Mirabeau va se passer? C'est l'équipe de Mirabeau qui a mis ça sur pied. Alors qu'on voit maintenant à l'image le fameux Rafika, tenant du titre, bol de vermeil. Je profite pour dire quelques mots sur cette équipe. Une quinzaine d'équipiers, hein, tous au trapèze. La journée va être longue pour eux également. Ils ne sont pour l'instant pas dans la tête des monocoques, mais ça peut évidemment évoluer dans les prochaines heures. Voilà, c'est Libera, des années 90, on va dire, qui gagnait tout et qui gagne encore tout. Un survivant des Libera, vous le voyez, avec des équipiers qui n'arrêtent pas d'être en mobilité sur le bateau. Ils bougent, c'est eux qui font la vitesse du bateau. Il faut toujours que le bateau penche, mais pas trop. Et plus il y a du vent, plus ils seront au rappel. Ils peuvent être jusqu'à une dizaine au rappel. C'est extrêmement impressionnant. Et on aura probablement, si le vent se lève, quelques belles images de ce bateau à pleine vitesse qui fait figure d'épouvantail dans la flotte lémanique. Dans la plupart, il n'y a pas que lémanique, ils naviguent aussi dans la plupart des lacs à cette saison de régate, que ce soit le lac de Garde, que ce soit d'autres lacs. Ils étaient présents, sauf erreur de ma part, au lac de Constance, aussi pour la Rundum, le bol d'or du lac de Constance. Un Libera qui pourrait gagner définitivement le bol de vermeil cette année. Et évidemment sur le lac Balaton, chez eux à la maison pour la plus grande course, 600 bateaux chaque année pour la Keksalag, je ne sais pas si je le prononce correctement, l'incontournable course hongroise. Et j'en profite également pour saluer le public qui est déjà nombreux à la nautique. Nous parlons beaucoup des spectateurs qui nous suivent en ligne, mais c'est un plaisir de voir enfants et parents venus en famille pour découvrir le village de course mis en place par le comité d'organisation du bol d'or Mirabeau, comme une ambiance de course au large, alors qu'on voit à l'écran Taomako, dont nous parlait tout à l'heure Johan Lelièvre, un bateau bien connu à la Société nautique de Genève, barré par Martine, qu'on voit à l'écran. Il tourne à bord, évidemment, il se passe la barre. La journée va être longue. Oui, des stands ici, l'association de sauvegarde du Léman est présente, également l'EPIA qui a plusieurs projets techniques sur le bol d'or. On a un certain nombre de partenaires, le magazine aussi Skippers avec sa piscine qui est un vif succès, piscine qui fait flotter des petits bateaux télécommandés, à boire, à manger, pas mal de choses aussi qui se passent et surtout du soleil tout le week-end. Ça c'est la bonne nouvelle, à défaut d'avoir du vent. On est content d'avoir du soleil tout le week-end, effectivement, et pas d'orage prévu, ce qui rassure beaucoup toute l'équipe de surveillance qu'on tient à saluer et à remercier pour l'incroyable travail qu'ils font tout autour du lac pendant ce week-end intense. Voilà, vous nous parliez tout à l'heure de la Sailing Squad, vous nous expliquiez ce projet très particulier. On va essayer de les contacter sur le plan d'eau d'ici un petit moment et on va essayer de se diriger directement sur le plan d'eau. Pour l'instant, à l'image, on a une équipe que vous connaissez particulièrement bien, Sophia, puisqu'il s'agit du Alinghi Red Bull Racing, le TF35. Et vous le voyez, normalement, si la cartographie est à jour, il est au centre du lac, quelque part, entre Vesna et Chambézy. La flotte, elle est un petit peu plus loin. Art Explora, Zentou sont en tête. L'un pour Zentou, côte française du côté de Collonges-Bellerive et Art Explora, côte suisse du côté de Gentot. Alinghi Red Bull qu'on voit à l'image est en milieu de lac. Et puis on va avoir ces 4 filles de la Sailing Squad qu'on devrait avoir rapidement à l'image. Voilà, avec devant la Sailing Squad, Quentin Maïra. Bonjour Quentin, vous êtes rédacteur en chef du magazine Skippers. Et vous allez les suivre pendant toute la régate, cette Sailing Squad, qui évidemment, pour l'instant, c'est un bateau volant, mais aucun bateau volant ne vole, évidemment, pour l'instant. On a dit 6 nœuds pour les TF35, c'est plutôt 12 nœuds pour ces bateaux-là. Ce bateau-là, Quentin Maïra, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle coqueluche des lacs construite sur le lac de Garde, ce 69F du chantier Persico? Comment on peut le décrire?
On a un petit problème de liaison, Quentin. On a une petite panne de son pour l'instant, on vous entend très mal. On vous a à l'image, on voit le bateau de la Sailing Squad derrière vous, mais on vous entend très mal pour l'instant, Quentin. Voilà, on vous reprend tout à l'heure, on reprend Quentin, Mayra et la Sailing Squad tout à l'heure. Le temps peut-être de faire encore un petit point au niveau plan d'eau. Magnifique image d'Alinghi qui avance. Et oui, Pierre-Yves Joran qui disait qu'il risquait de profiter de ces thermiques dans le petit lac avant que ça se calme dans le grand lac et le haut lac. Donc ça pourrait ralentir. On voit déjà là des vitesses qui ne sont pas records, mais ça fait partie du jeu, hein. Arnaud Psarophagis nous racontait il y a quelque temps, quand on lui demandait ses objectifs, il nous a simplement répondu que personne ne se souvient du deuxième. Et c'est vrai. Donc je crois que l'objectif est clair pour cette équipe. Ils sont 6 TF35, mais ils regardent également de près les 2 décisions 35, hein, surtout avec des airs comme ça. Ernesto Bertarelli et Arnaud Psarophagis qui se partagent probablement là-bas arrivent de trait, un équipier de toujours sur Alinghi, Brian Metro, la génération qui monte, Lucien Cujean et Nicolas Charbonnier, des fidèles aussi sur ce pont d'Alinghi. Et on se retrouve avec Tao Mako qui essaye tant bien que mal d'avancer. Vous voyez, en fait, de rappel, on est surtout sous le vent pour essayer de faire pencher le bateau, pour éviter que la majorité de la coque frotte dans l'eau. On essaye de faire pencher le bateau pour réduire ce qu'on appelle la surface mouillée, qui dans les tout petits airs, évidemment, ralentit considérablement le bateau. Oui, c'est une question de finesse, d'équilibre. C'est exactement ce que les équipages entraînent en amont, puisque dans un Grand Prix, on va dire classique, ils ne navigueraient sans doute pas avec aussi peu d'air, mais le Bol d'Or Mirabeau part coûte que coûte à 10 heures. Et c'est aux équipages d'apprendre à régler leur bateau et à le faire avancer, peu importe les conditions. Voilà, des surprises aussi. Et une flotte qui s'est quand même considérablement effilochée. 1 heure après le départ, 1 heure et 5 minutes après le départ du Bol d'Or Mirabeau. Une flotte qui s'est étirée avec la prime au meilleur départ, qui permet à ceux qui ont du vent plus frais, évidemment, de prendre une grande vitesse. Voilà, on va revenir avec Quentin Mayra, si vous nous entendez. Quentin. Je vous entends, Pierre-Antoine. Voilà, superbe. On avait un petit problème de son tout à l'heure, excusez-nous, mais on vous entend mieux maintenant. Et je vous posais la question de savoir, il y a plusieurs 69F qui sont au Bol d'Or, c'est une première, c'est des arrivées de bateaux, il y a celui de la Sailing Squad, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est que ce 69F du lac de Garde, construit par le chantier Persico? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc c'est un foiler, donc c'est un bateau volant. Donc il suffit de 8-10 nœuds de vent pour pouvoir décoller, donc entre 15 et 20 km/h. Il pèse environ 300 kg. Il pèse 300 kg ce bateau. Elles sont 4 équipières à bord. On peut aussi naviguer à 3. On voit qu'elles ont touché un petit peu d'air, hein. C'est difficile pour les foilers de décoller, hein, au départ. Là, ils sont avec les TCF2 en moyenne, hein. On voit qu'Alinghi n'était pas vraiment loin devant nous non plus. Donc elles vont attendre la levée du séchard avec impatience. Si le séchard est renforcé par la tendance de bise que nous avions hier, peut-être qu'elles pourront décoller jusqu'à la sortie du petit lac. En tout cas, on l'espère pour elles. On a de jeunes filles extrêmement talentueuses, hein, 4 jeunes filles qui totalisent à elles seules 10 titres mondiaux et européens. Donc on les voit très concentrées à bord. C'est des conditions en tout cas assez spartiates, hein, si on part sur une base de course qui pourrait durer environ 20 heures, voire plus, hein, si les airs ne se lèvent pas, si elles ne peuvent pas mettre de l'accélérateur. Donc elles ont beaucoup de courage, beaucoup de détermination, on les voit concentrées. Elles ont touché une petite risée, on le voit à l'image, et donc le bateau avance très lentement, mais il avance, il progresse, et on leur souhaite le meilleur. Et Quentin, peut-être un petit mot des coulisses. Comment était l'ambiance ce matin à bord avant le départ? Comment étaient les filles? Est-ce qu'elles étaient stressées? Est-ce qu'elles se réjouissaient? Racontez-nous. Sophia, elles étaient assez sereines parce qu'elles se sont
elles se sont bien entraînées. En tout cas, hier, on les a vues dans la bise avec une grande maîtrise de leur bateau. Et je dirais que sur la ligne de départ, on les a vus concentrés. Voilà, c'était pas un départ facile parce que ils étaient mélangés avec les multicoques, donc avec des bateaux qui ont des tirants d'air bien plus grands. Ça crée quelques perturbations. Ils étaient un peu perdus au milieu de ce grand paquet. Mais on dirait que maintenant, elles ont l'air de bien être rentrées dans la course. Le bateau glisse, il progresse. Donc si le séchard veut bien se lever, je pense qu'elles seront en capacité de grignoter quelques places. Génial, merci pour ces précisions. Quentin, on reviendra sur le plan d'eau plus tard avec vous, puisque vous allez suivre la Sailing Squad et les bateaux qui sont autour toute la journée. Donc ce sera un plaisir de suivre l'aventure de ces 4 navigatrices de talent avec vous. Merci Quentin. Voilà, et retour sur le plateau ici à la Société Nautique de Genève avec quelqu'un qui est évidemment éminemment important. Il s'agit de Sébastien. Qui est là et qui représente le comité de course ici, en l'occurrence sur ce plateau. C'est les gens qui organisent notamment le départ. On a entendu par les radios de course tout à l'heure que le départ était un bon départ. Est-ce que vous nous le confirmez ? Alors c'est exact, c'était un très bon départ pour des conditions qui étaient relativement calmes. On a eu juste un dépassement de ligne, juste un OCS donc, que l'on va prendre en compte, un surprise. Donc le départ s'est fait très très bien, on va dire. Cette année, on a rappelez-nous la punition quand on est au CS, départ prématuré, quand on a mordu la ligne, qu'est-ce qui se passe ? Donc quand on a mordu la ligne, on aura 1 heure de pénalité sur le temps total de la course. Donc là, en l'occurrence, c'est un surprise, c'est le SUI 629, c'est le numéro de voile, le SRS 1630. Qui a pris ce départ anticipé. Donc effectivement, on va rentrer ça donc, dans notre système et il aura 1 heure de pénalité. On regardera dans quelques instants de quel bateau il s'agit pour vous donner plus d'informations. Et Sébastien, comment ça se passe ? Du coup, vous avez les informations du plan d'eau. Vous les relayez donc sur Manage to Sail et ensuite vous informez l'équipe. Comment ça se passe ? Alors oui, on a donc alors pour le départ, c'est très très organisé. On a les viseurs qui se trouvent sur les bateaux. Eux ont surveillé la ligne. Ensuite, on a concentré toute l'information de ce qu'ils avaient observé auprès du jury qui nous a redonné cette information directement et que l'on rentre dans Manage to Sail. Donc qui après viendra directement modifier les classements au final. Ensuite, pendant la course, on a toute une équipe qui se trouve au Bouvray, une équipe qui se trouve ici à la SNG, qui prend les temps de passage et qui nous les relaie dans le bureau des régates où on a 24 heures sur 24 pendant toute la durée de la course entre 2 et 4 personnes en permanence qui font le suivi et qui renseignent le système. Donc vous pouvez suivre en temps réel les classements, les positions des bateaux. Oui, sur le site internet du Bol d'Or Mirabeau via la plateforme Manage to Sail. Sébastien Auger, c'est l'occasion de vous remercier, vous et tout le comité d'organisation de course, tous les bénévoles. Vous faites un travail incroyable, donc merci à vous et à tous ceux qui nous écoutent ici à la Nautique ou qui sont déjà sur l'eau. Merci Sébastien. Merci Sophia. SUI 629, c'est une information qui vient d'arriver en provenance du comité de course. Merci Sébastien encore de cette information. C'est le surprise Jean Leduc de Monsieur Jutsi qui, seul parmi les 421 bateaux, a mordu la ligne de départ. Il aura donc une pénalité de 60 minutes, voilà qui ne devrait pas changer grandement la configuration totale de la course. En tête de course, aucun bateau n'a été pénalisé et on a une tête de course qui arrive à la hauteur de Corsier-Port, je crois, maintenant. Et on va rejoindre directement sur le plan d'eau Johan qui, se fait hors de ma part, se trouve avec des plus petits bateaux, des surprises. Est-ce que c'est vrai ? Exactement, Pierre-Antoine. On est redescendu du coup au niveau de la rampe de Vesna et là on suit le JPK Taomako. On va leur poser 2-3 petites questions, voir un petit peu comment ils ont vécu ce départ. Et puis là, on commence, ça y est, à toucher un peu de vent, le séchard commence à descendre. On était à côté d'eux pendant un petit moment à ne pas avancer. Puis là, doucement, ils commencent à accélérer et je pense qu'ils sont contents après ce départ un peu mou. Alors à Taomako, comment vous vivez un peu, vous avez vécu ce départ et comment ça se passe maintenant pour vous ?
À partir du moment où on avance, ça se passe très bien. On demande qu'à accélérer. On est un peu sorti du... On est un peu sorti de la galère. Et on espère que ça dure plus que quelques minutes. D'après ce qu'on voit à l'avant, là, c'est bon, hein? On a du sécheur un petit moment. Donc, on va se régaler. Alors, voilà. Très bon vol à tout le monde. Très bon vol à vous, on vous souhaite tout bon. Je rappelle que Taomako court dans la classe des TCF2 et vont tout faire pour remporter dans cette classe. Bien sûr, on est là pour ça. On se revoit tout à l'heure au large du Bouvray. Et vous m'aviez dit que vous vouliez faire un petit passage du côté de Sciez aujourd'hui, c'est ça? Oui, tu sais, dans le là. Saint-Gingol. Ex-Nevé. Belle régate à vous. Voilà Pierre-Antoine et Sophia, on était donc avec Taomako, la joie et la bonne humeur à bord de ce bateau et on les retrouvera peut-être un petit peu plus tard, un petit peu plus loin dans le Grand Lac. Voilà. Et le vent commence à rentrer sur l'ensemble du plan d'eau et les bateaux qui étaient arrêtés tout à l'heure commencent doucement à décoller, ça fait plaisir à voir. Merci Johan, quel plaisir de voir ces sourires, d'entendre cette bonne humeur malgré le peu de vent. Et vous le disiez, Taomako qui court dans la catégorie des TCF2. Ils sont 47 inscrits dans cette catégorie. Je pense que c'est le bon moment pour vous expliquer que dans ces catégories, donc de TCF1, 2, 3 et 4, le classement se compte en temps compensé. C'est-à-dire que le premier bateau qui passera la ligne d'arrivée ce soir ou demain, peut-être plutôt, ne sera pas le vainqueur de la classe. C'est une classe qui se court en temps compensé. C'est-à-dire que chaque bateau a un rating selon son poids, la taille de ses voiles, de son mât. C'est un calcul qui est fait, le bateau est jaugé, suite à quoi il a un rating. Et c'est avec ce rating que le classement final est établi. Et c'est la même chose pour le vainqueur en temps compensé. On parlait tout à l'heure de Gaston, Pierre-Antoine. Le vainqueur de l'année dernière avec Jonathan Heuss, le bateau de Benoît Soro et de René Gray, avait remporté en temps compensé justement avec ce même système de rating, ce qui permet à chacun d'avoir sa chance. Évidemment, ce ne sont pas que les gros bateaux qui peuvent le gagner justement, ce sont également les petits. Les surprises sont excellents pour ce classement, ils ont beaucoup de chance vu qu'ils sont petits et pas très rapides. Ils ont un rating qui leur est favorable. Ouais, Gaston, vous en parliez, vainqueur au temps compensé. On va essayer de l'entendre, René Gray, puisqu'on l'a enregistré un peu avant le départ. Essayer d'entendre son son. Les jauges, évidemment, jauge IRC en mer, jauge SRS sur le lac Léman, qui permettent à des bateaux de construction et de type différents de pouvoir régater entre eux, de pouvoir participer à la course. Évidemment, c'est majeur sur une course comme le Bol d'Or du lac Léman. Et je me demandais si on arrive à avoir le son de René Grept, justement de Gaston, du vainqueur, toute catégorie en temps compensé de l'an passé. Voilà, on va écouter René Grept sur ce bateau Gaston. Le minimum d'erreur, le maximum de chance, le maximum de succès et comme l'OM, droit au but. C'est de faire aussi bien que l'année dernière, j'imagine, comme objectif. Alors ça, je ne le dis pas parce que quand on dit ça, on est sûr de faire exactement le contraire. Donc on va faire du mieux possible. Et oui, alors un peu plus superstitieux que Pierre-Yves Joran, hein, René, on l'entendait à l'instant, on l'a interviewé en milieu de semaine à la Société Nautique de Genève. René, qui est également président du Cercle de la Voile de la Société Nautique de Genève, c'est l'occasion de remercier une fois encore le club pour son accueil dans ces magnifiques infrastructures. Le club qui fête ses 150 ans cette année, une année festive hein, qui commence avec ce Bol d'Or Mirabeau, le village de course, et qui se poursuivra tout l'été avec les festivités du 150e anniversaire. Avec immédiatement, pour les amateurs de magnifiques bateaux en bois, un championnat de 8 mètres la semaine prochaine. Et là, ça va être quelque chose de très très beau, une image magnifique que ces vieux bateaux, dont certains ont des valeurs absolument inestimables, qui vont naviguer ici sur le lac Léman. Retour d'ailleurs sur le lac Léman à la hauteur de Corsier-Port, où pour l'instant, il semblerait, selon ma cartographie, que ce soit Zentou qui soit en tête, avec comme poursuivant immédiat Eucalis, Art Explora, Comptoir Immobilier. On a l'impression que ça avance de plus en plus vite quand même sur ce petit lac. Je ne sais pas si, Johan, vous nous entendez toujours, et si vous pouvez confirmer des vents naissants. Les grosses voiles. On vous entend, Johan.
Vous m'entendez, Pierre-Antoine? Très bien, on vous écoute. C'est à moi. Ok, ça a coupé un petit peu. Moi, je ne savais plus où on en était. Donc non, là, nous, donc du coup, voilà, les vents naissants, en effet, ils sont bien présents. Ça marque même bien toujours au niveau de la pointe à la bise. On voit les premiers bateaux qui gîtent. Ça, on voit au loin, on reconnaît les grandes voiles du Psaros 40 de gens qui, ça y est, gîtent pas trop mal. Les premiers bateaux accélérés. On le voyait avec d'ailleurs Taomako aussi pour le milieu de ligne. Là, nous, on est reparti en direction de Genève. On essaie d'aller voir un peu du coup l'arrière de la flotte. On va essayer de prendre l'ambiance à l'arrière de la flotte. Là où on est actuellement, le vent n'est pas encore descendu. On arrive bientôt au travers du Yacht Club de Genève. Et là, c'est encore un petit peu compliqué pour ces bateaux-là qui sont partis deuxième ligne avec un petit peu moins de vent, qui sont du coup un peu moins vite dégagés. Et on retrouve le bateau Rita de Monsieur Fred Meyer, barré par Axel, qui est dans notre travers actuellement, qui glisse doucement. Il faut souligner que c'est un 10 mètres. Vous parliez, Pierre-Antoine, tout à l'heure des 8 mètres. La famille Meyer, toujours présente dans ces championnats du monde de 8 mètres. Ensuite, quand on regarde en direction de la nautique, on a encore pas mal de bateaux qui glissent doucement. Et puis, on va essayer de s'approcher, de trouver un petit bateau avec qui discuter, voir un petit peu l'arrière de la flotte, comment ils vivent ce bol d'or. Merci beaucoup, Johan. On va faire un petit point cartographie aussi pour savoir où on en est en tête de course. On le voit passer Corsier-Port, Zentou, et puis derrière Eucalyptus qui est un D35, je le rappelle, qui n'est pas un TF35. Zentou, lui, c'est un TF35, un bateau qui potentiellement peut voler. Du côté passer le creux de Gentot, de la pointe du creux de Gentot, juste avant Versoix, on a Art Explora, barré par Loïc Perron, Iliam 12, comptoir immobilier, le vainqueur de l'an passé, propriété de Bertrand Demoule. Et puis derrière, Alinghi Red Bull, au large de Bellerive, Real Steam for Lemon Hope, avec une petite précaution toutefois, puisqu'on voit que sur la cartographie, pour l'instant, on n'a pas encore la balise de Spinrift qui, j'espère, va s'allumer prochainement. Donc on a une petite inconnue encore sur la position du bateau Spinrift. Mais pour l'instant, il semblerait que ce soit Zentou qui soit en tête de course à la hauteur quelque part, entre Asnières et Versoix. Et oui, les balises qui fonctionnent via leur téléphone portable, parfois elles s'éteignent, elles se rallument. C'est une obligation de garder cette balise allumée. Yann Petrement, président du comité d'organisation, le précisait hier. Il est important que chaque équipe garde sa balise allumée tout le long. Et j'en profite pour remercier à nouveau les spectateurs qui nous suivent. Vincent Delette qui nous attend à Évian. Alors on espère qu'ils arriveront assez vite devant Évian. Attendez-les. Ils se réjouiront de vous entendre les acclamer pour ceux qui passent près de la côte. Et là, on voit les surprises. Je vous le disais, 96 participants cette année, dont un qui a mordu la ligne, l'équipage de Vincent Yutsi. Ça peut être compliqué pour lui. Si par hasard il fait une bonne course, il y aura sans doute de la frustration puisqu'il écope de 60 minutes de pénalité. Zentou en tête de ce 83e bol d'or Mirabeau, propriété de Guy de Picciotto, avec à bord Loïc Forestier, Nicolas Berthou, Jocelyn Keller, Alexandre Detray, Jérémy Bachelin. Des gens qu'on connaît bien ici autour du lac Léman. C'est un équipage local finalement, ce Zentou. Et oui, un équipage local. Vous avez mentionné Jérémy Bachelin qui a rejoint maintenant l'équipe de Sail GP. Un troisième beau projet suisse, Sail GP Switzerland. Nous parlions d'Alan Roura, de l'America's Cup. Il y a également Sail GP, Sébastien Schneider que nous avons vu hier à la Société Nautique de Genève, le skipper, alors qu'un autre équipier, Julien Rollat, navigue à bord du Luthi Volvo Autobrit. Donc nous suivrons ces deux équipiers de Sail GP Team Switzerland de près tout le week-end. Alors qu'on voit à l'image le J70 Mirabeau, un des J70 Mirabeau. Je me lance, j'espère que c'est celui d'Anaëlle Patuche, une des protégées du projet Mirabeau, qui prépare la Mini Transat. Elle n'a que 18 ans, elle n'était pas disponible cette semaine pour des interviews puisqu'elle passait ses examens de maturité. C'est vous dire comme elle est jeune. Elle prépare la Mini Transat, la traversée de l'Atlantique sur ses petites coques de 6,50 m sous les couleurs de Mirabeau, et elle navigue à bord d'un J70 pour ce bol d'or Mirabeau qu'elle connaît bien puisqu'elle le fait chaque année en famille. Cette année, ils le font entre jeunes à bord d'un J70, un tout petit monocoque qui n'est pas des plus rapides. La patience sera de mise. Ouais, avec des voiles très transparentes, extrêmement légères. Anaëlle Patouche, qui sera probablement la plus jeune concurrente
à traverser sur une mini transat l'Atlantique. Ça, c'est dans 2 ans. On lui souhaite le meilleur, évidemment. Mais c'est dire si autour du Léman, on a des capacités de formation par rapport aux marins de compétition. On a, bien sûr, on le cite très régulièrement, le centre d'entraînement à la Régate, ici à Genève, mais aussi tous les clubs innombrables autour du lac Léman, presque une 40aine de clubs qui tous forment des jeunes à la Régate sur les optimistes, les 420, les 470, puis désormais de plus en plus sur des multicoques, des bateaux volants. Des petits bateaux volants très compliqués, les mottes. Et on a, c'est comme ça qu'on arrive à générer parmi les meilleurs barreurs au monde. N'ayons pas peur des mots. On parlait d'Arnaud Psarophagis, évidemment. Dès qu'on parle de barres et de bateaux volants, on pense à Arnaud Psarophagis qui a navigué sur beaucoup d'équipes internationales sur des bateaux volants, Sophia. Et oui, on voyait tout à l'heure Kilian Wagen à la barre du M2 de la Swiss Foiling Academy. Il préparait une campagne olympique en 470 avant que le bateau devienne mixte. Et il s'est donc dirigé vers d'autres horizons. Mais comme bon barreur suisse, je pense qu'on peut également mentionner Nicolas Rolla, champion du monde d'optimiste. C'était énorme, c'était en 2014. Et il rejoint maintenant l'équipe de coupe pour Barcelone avec Alinghi Red Bull Racing. Nicolas Rolla qui prépare la coupe, son frère Julien sur CLGP. Il navigue ce week-end sur le Luthi Volvo Autobrit. Beaucoup de talent en Suisse, c'est certain. Alors qu'on voit effectivement les bateaux qui commencent à gîter. Ça fait plaisir de voir des images comme ça. C'est sûr qu'au départ, les bateaux ne ressemblaient pas forcément à ça, mais les voiles étaient presque toujours gonflées, ce qui est plutôt positif. Mais ici, on est dans le gros de la flotte, les J70, c'est les copains des surprises. Et puis, avec les surprises, on a les grands frères des surprises, ou les cousins qui sont les grands surprises. Une dizaine d'unités aussi. Et on va essayer de vous passer le son de Guillaume Rigaud. Qui navigue sur un grand surprise qui s'appelle Carolive. On va essayer dans un petit moment peut-être de vous le passer. Il appréhendait sa course. Carolive de Guillaume Rigaud, enregistré par les équipes de Fort EM. On fera tout à l'heure des petites pauses et puis on se retrouvera aussi. Vous dire qu'on se retrouvera à toutes les heures pleines. N'hésitez pas à vous connecter. Entre-temps, vous retrouverez les images qu'on vient de tourner. Mais à toutes les heures pleines, pendant 10-15 minutes, on fera des points de course, des points de tête de course générale, des points également à l'intérieur, des courses dans la course, les surprises, tout ça. Et on vous tiendra au courant, au plus près possible de cette magnifique course, magnifique Bol d'Or Mirabeau, 83e du nom, qui est parti ce matin à 10h pétante, avec 421 bateaux. Et avant de prendre cette pause, la régie nous dit que tout est prêt. Donc on vous laisse lancer ces précisions, s'il vous plaît. Alors la stratégie de course, ça va être de bien observer le plan d'eau et puis de ne pas trop se faire de schéma prédéfini pour être apte de prendre les bonnes décisions sur le moment même. L'objectif, c'est d'arriver dans les premiers monocoques. On va rester là-dessus, on reviendra à midi pile, puisque comme on vous le disait, nous prendrons l'antenne à chaque heure pile pour faire le point sur la course. Mais en attendant, la course est à suivre sur la cartographie en temps réel. Voilà, et on attend aussi vos questions sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'interagir et on sera là, on essaiera de vous répondre aux différentes questions sur ce sport magnifique qu'est la voile, à l'antenne et sur les réseaux sociaux. Sophia, à tout à l'heure.